L'histoire commence lorsqu'un gars était fâché contre Momo parce qu'elle ne lui avait pas donné d'argent et ne le laissait pas s'approcher d'elle. Ils finissent par se battre, mais le gars décide de la laisser tranquille. Ce type était le premier petit ami de Momo, mais ses horribles amis ne sympathisent pas avec elle. Elle n'aimait ce gars que parce qu'il ressemblait à un certain Ken Takakura. Elle veut trouver un gars comme Ken et cherche quelqu'un pour la réconforter. Elle trouve un autre étudiant qui se fait harceler, mais les harceleurs sont choqués lorsqu'elle prend le parti du gamin. Elle décide que le nerf ne vaut pas son temps, mais les harceleurs ont arrêté de le déranger, alors elle s'en va. Le nerf en conclut qu'elle doit être amoureuse de lui, car elle ne lui aurait pas parlé sinon, et il lui montre frénétiquement ce qu'il lisait. Le président est allé sur Mars, mais la fille n'est pas intéressée. Le nerf continue quand même et explique que l'armée américaine a officiellement reconnu l'existence de phénomènes aériens non identifiés. Leur gouvernement a également créé plusieurs forces de défense, donc le nerf croit que les guerres spatiales sont sur le point de commencer. Momo en a assez d'être gentille car elle ne veut pas entendre parler de ses théories du complot, alors elle lui dit que c'est pour ça qu'il n'a pas d'amis. Elle se sent mal après avoir blessé ses sentiments et s'excuse d'avoir été trop loin. Elle explique qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais elle baisse sa garde et révèle qu'elle croit aux fantômes. Le nerf se met à rire et à se moquer d'elle, car seuls les idiots croient aux fantômes, ce qui mène à une dispute. Momo explique que sa grand-mère est une médium et qu'elle l'a vu faire des exorcismes. Le nerf souligne que ce n'était probablement que des convulsions et que ce n'est pas une preuve que les fantômes existent. Momo réplique en se demandant si le nerf a déjà vu des extraterrestres. Les amis de Momo la voient se disputer et elles en concluent qu'elle a abandonné l'idée de trouver son petit ami idéal comme Ken Takakura. À la place, elle semble avoir choisi un otaku. Les deux règlent leur dispute en décidant de faire une compétition, celui qui prouvera ce qui existe réellement gagnera, et le perdant devra être l'esclave du gagnant. Cette nuit-là, Momo est terrifiée lorsque le nerf l'envoie dans un hôpital abandonné. Il lui explique que c'est un hotspot pour les ovnis et que si elle appelle un ovni sur le toit, elle sera enlevée. Momo n'a aucune idée de ce que c'est, alors il lui explique que c'est quand les extraterrestres vous kidnappent et font des expériences sur votre corps. Momo se demande s'il a déjà été enlevé, mais il ne sait pas, car ceux qui sont enlevés finissent par avoir leurs souvenirs effacés. Les deux se disputent à nouveau parce que le nerf ne veut pas admettre qu'il n'a jamais vu d'ovni, mais on voit que quelque chose suit Momo. Quant au nerf, il arrive sur le lieu spirituel où Momo l'a envoyé. Cet endroit est terrifiant, mais il est déterminé à prouver que les fantômes n'existent pas. Il est horrifié lorsqu'il entend un bruit étrange, alors il annonce bruyamment sa présence. Momo explique que parler fort est la chose la plus dangereuse à faire, alors le gamin en déduit que Momo a de l'expérience avec les fantômes. Il s'avère que Momo n'en a jamais vu, alors il commence à se disputer à nouveau. Momo explique qu'elle croit juste sa grand-mère, et c'est tout ce qu'elle a après la mort de ses parents. Le nerf commence à se montrer gentil, alors Momo explique à quel point sa famille est étrange. Ils l'ont toujours obligée à faire un rituel de chance avant de sortir, et elle devait le faire tout le long du chemin vers l'école. Cela a bien sûr conduit à ce qu'elle se fasse harceler sans relâche, et cela lui a fait le plus mal lorsque le garçon qu'elle aimait s'est moqué d'elle. Sa grand-mère se mettait en colère si elle ne faisait pas le rituel, alors Momo la détestait. Momo n'a pas parlé à sa grand-mère jusqu'à récemment, et elle a arrêté de faire le rituel. Momo a fini par réaliser que ce qu'elle détestait vraiment, c'était la façon dont le garçon qu'elle aimait s'était moqué de sa grand-mère. Elle aimait sa grand-mère de l'avoir recueillie, et c'est pourquoi elle croit aux fantômes. Momo veut savoir pourquoi le nerf croit aux extraterrestres, mais il ne dit rien. Juste à ce moment-là, il voit des empreintes étranges, et un fantôme terrifiant dit des choses perverses au nerf. Ce dernier prend ses jambes à son cou, et Momo explique ce qu'elle a entendu sur Internet. Selon certains forums, quelqu'un qui rencontre la vieille dame ne doit en aucun cas la laisser le dépasser. S'ils perdent une course contre la grand-mère Turbo, ils seront maudits. La grand-mère rattrape le nerf, alors il hurle de terreur et Momo décide d'aller l'aider. Malheureusement, elle a ses propres problèmes, car elle est attaquée par un trio. Momo se retrouve dans une situation assez étrange, et le trio se présente comme des serpos car ils viennent de la planète Serpo. Momo est horrifié de réaliser qu'ils sont de vrais extraterrestres, mais il lui assure qu'ils sont amicaux. Momo fait remarquer que des extraterrestres gentils ne prendraient pas les vêtements des gens. Les extraterrestres la rassurent en disant qu'ils ont pris soin de ses affaires, mais Momo voit qu'ils ont tout déchiré en lambeaux. Momo exige qu'ils la laissent partir, mais les extraterrestres l'ignorent et expliquent leur histoire. Leur espèce n'a que des mâles, alors ils se reproduisent par clonage. Cependant, ils ont des problèmes avec cette technologie, et ils veulent retrouver une fonction reproductive semblable à celle des humains. Ils prévoient d'utiliser Momo pour cela, mais elle refuse, car elle n'a même pas laissé son ex-petit ami s'approcher d'elle. Momo se réserve pour quelqu'un du type Ken Takakura, alors elle exige qu'il la laisse partir. Les aliens effrayants utilisent la télékinésie pour la convaincre, mais ils sont choqués de constater qu'elle résiste. À ce moment-là, le téléphone de Momo sonne et une jambe sort directement de l'écran pour lui donner un coup de pied en plein visage. La grand-mère Turbo qui poursuivait le nerf sort de l'écran du téléphone et démolit complètement l'un des extraterrestres. Momo est horrifié de voir que ce monstre est en fait le nerf, qui explique qu'il a été maudit par la grand-mère Turbo.
Les extraterrestres sont impressionnés par le fait qu'il ait voyagé à travers l'écran, car même n'ont pas cette technologie. Mais le nerf demande de l'aide, car il ne peut pas se contrôler. Les aliens effrayants se préparent à lui prendre ses organes, mais le nerf se déplace beaucoup trop vite et ils n'arrivent pas à le toucher avec leur télékinésie. L'extraterrestre de type Naruto utilise une sorte de jutsu pour envoyer l'enfant voler, puis lui dit de donner ses organes. À la surprise générale, le nerf accepte et explique qu'il attend de voir des extraterrestres depuis longtemps. Il n'a jamais eu d'amis, alors il pensait que les extraterrestres l'accepteraient au moins comme ami. Il a appelé le ciel pour voir un ovni depuis l'école primaire, mais ils ne sont jamais venus. Les harceleurs se sont moqués de lui et les extraterrestres l'ont ignoré, donc personne n'a jamais reconnu son existence. Cependant, Momo l'a défendu malgré tout cela. À cause de cela, le nerf avertit les extraterrestres de ne pas toucher un seul cheveu de Momo, car il ne laissera personne lui faire du mal. Il est prêt à tout sacrifier pour elle, même s'ils viennent à peine de se rencontrer, et il est même prêt à devenir un monstre pour la sauver. Momo l'encourage tandis qu'il se transforme complètement, mais l'extraterrestre le frappe, et Momo est choqué de voir à quelle vitesse il abandonne. L'extraterrestre effrayant recommence à utiliser la télékinésie sur Momo, mais elle se débat contre ça et elle a un souvenir. Sa grand-mère voulait qu'elle libère son chi en faisant le rituel, mais Momo ne voulait pas le faire parce que tout le monde se moquait d'elle. Sa grand-mère a insisté et a guidé Momo à travers le rituel. Elle devait resserrer son abdomen et imaginer qu'elle projetait de l'énergie par le sommet de sa tête. Momo a fait exactement ce que sa grand-mère lui a dit, mais elle avait un sérieux syndrome de stress post-traumatique à cause des moqueries. Elle en avait assez de cette vieille folle, alors Momo a décidé de ne plus jamais faire le rituel et a dit à sa grand-mère qu'elle la détestait parce qu'elle était une fausse médium. Momo s'excuse maintenant pour ce qu'elle a dit et elle effectue le rituel. Elle imagine de l'énergie jaillir du sommet de sa tête, et cela la libère étonnamment des contraintes des extraterrestres. Le nerf n'en croit pas ses yeux, car il devient clair que Momo peut utiliser des pouvoirs psychiques. Momo n'en revient pas non plus, et l'extraterrestre ne comprend pas pourquoi sa télékinésie est repoussée. Il se demande s'il l'a poussée à ouvrir ses chakras, mais Momo répond simplement que c'est parce que sa grand-mère était une vraie médium. Momo remercie sa grand-mère, car elle a maintenant le pouvoir de se défendre. Avec ses nouveaux pouvoirs, Momo détruit complètement le dernier extraterrestre et l'envoie voler directement sur la Lune. La fausse Lune explose et révèle qu'il s'agissait en réalité de l'OVNI. Momo cherche le nerf pour qu'il puisse s'échapper, mais la forme monstrueuse de celui-ci l'attaque à la place. Elle lui dit de se ressaisir pour qu'il puisse reprendre le contrôle. Momo utilise un peu de son pouvoir pour séparer le nerf de la grand-mère, et cette dernière exige de savoir qui est Momo. Momo est horrifiée de voir que le nerf est toujours maudit même si la grand-mère a quitté son corps. La vieille dame explique qu'elle a encore possession de ses parties masculines, et tant qu'elle garde ce contrôle, le nerf restera maudit. La grand-mère doit retourner au tunnel et dit aux deux jeunes de la rencontrer là-bas s'ils veulent lever la malédiction sur le nerf. La grand-mère n'est pas une menace pour l'instant, mais l'OVNI est sur le point de s'écraser. Finalement, l'OVNI s'écrase sur un bâtiment et tombe au sol. Le nerf conclut qu'il doit maintenant croire aux fantômes, étant donné qu'il vient d'être maudit par l'un d'eux, et Momo n'a pas d'autre choix que de croire aux extraterrestres après avoir été enlevés. Ils sont toujours dans une situation difficile, car le nerf perdra le contrôle de lui-même si Momo ne maintient pas la malédiction avec ses pouvoirs psychiques. La seule façon pour le nerf de lever sa malédiction est de battre la grand-mère à plate couture. Le nerf n'a pas d'autre choix que d'aller la combattre, alors il laisse ses vêtements à Momo pour qu'elle ait quelque chose à porter sur le chemin du retour. Momo lui rappelle qu'il perdra le contrôle sans elle, mais le nerf ne veut plus l'impliquer. Le nerf dit qu'il s'en sortira seul d'une manière ou d'une autre et qu'il utilisera simplement sa volonté pour atteindre le tunnel. Momo aimerait qu'il demande son aide, car il n'aurait clairement pas survécu sans elle plus tôt. Le nerf se demande s'il est vraiment acceptable pour quelqu'un comme lui de demander de l'aide, et Momo lui assure que c'est bien le cas. Elle lui dit de remettre ses vêtements, mais le nerf lui demande de le faire elle-même, car il ne pourra pas lui parler autrement. À ce moment-là, le cœur de Momo commence à battre la chamade. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se rend compte que le nerf vient de réciter l'une des répliques de Ken Takakura. Momo parvient à se calmer, puis elle demande enfin le nom du nerf. Le nerf se présente comme étant Ken Takakura, et Momo est submergée de choc. Une fois de retour, elle refuse d'accepter la réalité, mais il lui dit que peu importe, il reste Ken. Cela pousse Momo à se jeter par terre pour faire une crise, tandis que Ken est rapidement pris par la malédiction, n'ayant aucun contrôle sur elle. Voyant qu'il a perdu le contrôle, ce qu'elle fait par réflexe est de le projeter violemment contre un mur, ce dont il la remercie malgré la douleur subie. On peut supposer qu'il est masochiste. C'est à ce moment que Momo lui propose de fixer une règle, elle lui interdit d'utiliser son nom, car elle aime l'occultisme. Désormais, son surnom sera Okarunia. Elle le met en garde de ne pas l'embêter. Pourtant, à un moment donné, Ken lui lâche un paix en plein visage, justifiant son geste en disant qu'elle le mettait sous pression. Plus tard, elle remarque qu'il fait déjà jour, ce qui signifie que la turbo-grand-mère ne sortira probablement pas maintenant, car les fantômes ne sortent pas la nuit. Pour cette raison, elle lui propose de se rendre chez elle, et une fois arrivée à l'entrée,
Elle le prévient de faire attention, car sa grand-mère est stricte avec les garçons, ayant même presque tué son dernier petit ami. Ken se plaint qu'elle dise une chose pareille à la dernière minute, mais alors qu'il s'apprête à franchir l'entrée, il prend soudainement feu et se tord de douleur. Momo ne comprend pas pourquoi cela s'est produit, mais essayant d'agir rapidement, elle utilise son pouvoir pour le jeter dans la rivière de l'autre côté de la route. Après cela, elle remarque un seau sur l'un des piliers de l'entrée. Elle s'excuse et lui explique qu'une barrière énergétique a été installée. Une fois qu'elle a enlevé le seau, elle lui assure qu'il peut désormais passer. Toutefois, si cela échoue, il suffira de le jeter à nouveau dans la rivière. Avec quelques difficultés, Ken franchit l'entrée sans souffrir, et profitant du fait qu'ils sont déjà à l'intérieur, elle commence à se moquer de sa nouvelle coiffure, ressemblant maintenant à une vieille dame. En entrant dans la maison, Momo voit que sa grand-mère n'est pas là, et en se dirigeant vers sa chambre, elle dit à Ken qu'elle est sur le point de se changer, et qu'il doit fermer la porte. Quelques secondes plus tard, il est à nouveau pris par la malédiction, ce qui le pousse à ouvrir brusquement la porte, ce qui l'embarrasse tellement qu'elle le jette contre le mur pour le maintenir à distance de toute vue indécente. Après s'être changé, elle lui propose également des vêtements, puis s'approche pour lui demander de lui montrer son truc, car la turbo-grand-mère a dit qu'il était maudit parce qu'il lui avait volé son arrosoir. En entendant cela, Ken s'écarte immédiatement pour regarder son entrejambe, et après avoir vérifié la vérité, il s'exclame qu'il a vraiment disparu. « Mon pote n'a plus de sgeg », dit-il. Momo ne manque pas de se moquer de lui et demande à voir, mais Ken précise que ce n'est pas une question de savoir s'il est là ou non, c'est quelque chose qu'il ne laissera pas faire. Finalement, les deux discutent un peu pour savoir de qui est la faute. Mais une fois qu'il se calme, il lui explique qu'il ne voulait pas rater cette opportunité, ayant toujours voulu avoir un ami. Il ne voulait pas laisser passer cette chance et c'est pour cela qu'il lui a parlé désespérément, mais il considère qu'ils vivent dans des mondes différents, qu'une personne comme lui n'a pas le droit de lui parler. Il s'excuse alors de l'avoir impliqué dans une affaire dangereuse et lui suggère qu'elle peut l'ignorer à nouveau une fois que ce problème sera réglé. Après l'avoir écouté, Momo lui dit que c'est ce qui la dérange chez lui, il suppose des choses sur les autres et tire des conclusions par lui-même. C'est pour cela qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il les repousse. Elle s'approche alors pour lui conseiller de ne pas dire des choses comme tu peux m'ignorer, mais plutôt qu'ils peuvent simplement discuter de choses occultes. Le voyant si silencieux, elle s'assoit à ses côtés et essaie de l'encourager, mais quelques secondes plus tard, Ken l'appelle laide, ce qui provoque une nouvelle confrontation entre les deux. Ken lui reproche d'être très désinvolte en mentionnant les faiblesses des gens comme si de rien n'était. Mais avant que la situation ne dégénère, une sonnerie se fait clairement entendre. Il pense que sa grand-mère est de retour, mais Momo le fait taire immédiatement, car elle n'avait jamais entendu cette sonnerie auparavant. La grand-mère lui avait dit qu'il y avait deux sonnettes, l'une pour les humains et l'autre pour les esprits maléfiques. Là, les deux voient une silhouette devant la porte, et Momo se rend compte que cela s'est produit parce qu'elle a retiré le talisman en papier de l'entrée. En le ramassant, elle propose à Ken d'aller le remettre en place, car si c'est un esprit maléfique, il brûlera comme lui l'a fait, et il n'y aura pas à s'inquiéter puisqu'ils pourront sortir des lieux. Il décide de sortir par la porte arrière pour jeter un coup d'œil, mais il ne voit pas l'esprit maléfique. Ce qui se passe ensuite, c'est que tout le terrain de la maison se retrouve enfermé par des murs de pierre, ce qui signifie qu'ils ont été piégés. Ken explique qu'il ne peut pas remettre le talisman à l'entrée, car la porte du sanctuaire est enterrée dans le mur, et ils ne pourront donc pas sortir de l'enceinte. Soudain, Momo se rend compte qu'elle saigne du nez, tandis que lui se trouve dans un état encore pire. En observant les environs, Momo devine que c'est le brouillard noir qui les blesse, et c'est à ce moment-là qu'elle voit l'esprit maléfique juste au-dessus, qui les a déjà repérés. Sans perdre de temps, il leur lance son énorme poing pour essayer de les écraser, ce que Momo évite de justesse, sauvant également Ken en le poussant. Cependant, le coup du monstre frappe violemment le mur de l'entrée, et en voyant cela, les deux commencent immédiatement à fuir, effrayés. Cela ne les aide pas beaucoup, car la taille de ce monstre rend difficile l'esquive de ses coups, qui produisent des pressions d'air capables de les pousser avec force. C'est alors que l'esprit maléfique leur ordonne de lui donner la banane, puis il effectue un puissant coup de pied, l'onde de choc se dirigeant vers eux en ligne droite. Après avoir pris un peu de distance, Ken précise à Momo que c'est un extraterrestre, et après avoir vu ces éléments, il est certain qu'il s'agit du monstre de Flatwood. Cela amène Momo à s'interroger sur la sonnette, car cela signifierait que l'extraterrestre a été détecté par un piège à fantômes. Ken lui raconte qu'une étude conclut qu'une personne qui voit des phénomènes psychiques a souvent tendance à voir aussi des ovnis. En d'autres termes, il pourrait y avoir un lien entre les fantômes et les extraterrestres, ce qui pourrait signifier que ce monstre est lié aux extraterrestres d'hier. Momo sait que s'ils ne font pas rapidement quelque chose, ce brouillard va les tuer, mais elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs correctement tout en contrôlant la malédiction. Alors qu'il fuit tant bien que mal les attaques explosives de l'extraterrestre, la malédiction de Ken commence à devenir incontrôlable à cause de l'épuisement. Mais quand Momo s'efforce davantage de la contenir, Ken regarde son bras, toujours maudit, et réalise qu'il peut le maîtriser. Après un bref moment de silence, il propose soudainement à Momo de se battre,
disant qu'il a besoin qu'elle libère la malédiction. S'il s'agit d'un extraterrestre, il n'a pas peur et veut libérer la malédiction de son corps tout en gardant le contrôle de son esprit. En esquivant un autre des assauts du monstre, Momo lui rappelle qu'il n'a toujours pas maîtrisé ce pouvoir, mais elle lui fait comprendre que s'il a de la chance, il pourrait être capable de contrôler le pouvoir de la grand-mère. Acceptant de prendre le risque, elle libère la malédiction, ce qui fait que Ken se laisse peu à peu consumer par elle. Juste à ce moment-là, un autre coup du monstre se dirige vers eux, mais au milieu de l'explosion, Ken parvient à canaliser la malédiction, en ressortant indemne avec cette nouvelle transformation. Avec ce nouveau pouvoir, Ken remarque qu'il déborde de puissance, mais il est déprimé, ce qui ne plaît pas du tout à Momo. Ken lui rappelle qu'il est maladroit, ce qui énerve Momo car elle lui avait dit de ne pas dire ça. En le voyant continuer à parler sur un ton déprimé, elle lui donne quelques bons coups pour le faire taire. Ensuite, il s'approche du monstre d'une manière désinvolte, mais le monstre finit par l'écraser violemment. Pourtant, les doigts d'une de ses mains sont coupés, tout cela grâce au nouveau pouvoir que Ken expérimente. Momo est étonné de la rapidité avec laquelle cela s'est passé, n'étant même pas capable de le percevoir, et cela lui fait croire qu'il pourrait peut-être gagner. Soudain, Ken commence à cracher beaucoup de sang, et, affaibli, le monstre parvient à lui porter un coup. Momo le sort rapidement de là avec son pouvoir, et après être redevenu normal, Ken s'excuse en disant que son corps ne peut pas suivre le rythme du pouvoir de la malédiction. Il a l'impression que son corps est sur le point d'exploser, car ce n'est pas une vitesse normale pour un humain. Il se demande alors comment ils vont pouvoir le vaincre. Momo lui crie qu'elle ne sait pas, et que si elle savait comment faire, il ne serait pas en train de se battre en ce moment. Elle prête alors plus d'attention au monstre, se rendant à peine compte qu'il est en train de faire du sumo, ce qui signifie que s'ils arrivent à faire toucher le sol à l'une de ses mains, ils pourraient gagner. Ken la traite de génie pour cette idée, ce qu'elle reconnaît sans hésiter. Ensuite, il lui rappelle qu'il va bientôt atteindre sa limite, tandis que Momo lui demande de viser les pieds en attaquant, pendant qu'elle le renversera avec son pouvoir psychique. Rapidement, les deux commencent à courir droit vers l'extraterrestre, qui exige à nouveau qu'il lui donne leur banane. Après avoir esquivé le prochain assaut du monstre, Ken s'élance à une vitesse vertigineuse, détruisant la jambe du monstre en un instant, ce qui le mène rapidement à sa limite. Momo contrôle alors la malédiction avec sa main droite tout en utilisant sa main gauche pour faire tomber l'extraterrestre, causant ainsi le contact de l'une de ses mains avec le sol. Lorsque cela se produit, sa main fond immédiatement, mais l'extraterrestre parvient à se remettre debout et, d'un geste rapide, attrape Momo par surprise pour la projeter contre le mur de l'entrée. À cause de ce moment d'inattention, la malédiction commence à submerger Ken, mais il revient à la normale avant d'aller plus loin, car malgré l'impact, Momo utilise à nouveau son pouvoir pour le contrôler, déclarant qu'elle va donner une raclée à ce monstre tricheur. Juste après cela, l'extraterrestre frappe à nouveau Momo avec une force terrifiante, déclenchant une pluie de coups de poing. Ken supplie Momo de le libérer de la malédiction, car s'il continue ainsi, il va mourir, il est prêt à être consommé et à perdre le contrôle, car il ne veut pas qu'elle continue à subir cela. Momo reste consciente malgré tous les coups reçus, et la prochaine chose qu'elle fait est de dire qu'à cette profondeur, cela signifie qu'ils sont en dehors de la porte du sanctuaire. Habileté, elle manipule Ken pour le ramener vers elle tout en esquivant les attaques du monstre. Dès qu'elle attrape Ken, elle utilise son pouvoir pour prendre le talisman et le remettre en place, ce qui provoque une barrière d'énergie dans tout le sanctuaire, faisant s'embraser l'extraterrestre. Après quelques secondes, tout redevient normal, ce qui la soulage, mais à peine elle se détend, que la malédiction s'empare de Ken, ce qui la pousse à utiliser son pouvoir sur lui à nouveau. Elle remarque alors qu'il a changé de coiffure, trouvant qu'il a l'air plutôt bien, même si elle préférait celle qui le faisait ressembler à une vieille dame. Ken se plaint de ses moqueries, et Momo mentionne qu'elle se sent un peu étourdie avant de s'effondrer inconsciente au sol. En quelques secondes, Ken s'approche pour essayer de la réveiller, mais aussitôt, la malédiction commence à la consumer à une vitesse alarmante. Comme rien ne l'arrête, le processus de la malédiction s'accélère peu à peu, lui donnant l'apparence redoutable de la turbo-grand-mère, tandis qu'elle a Momo juste devant elle, complètement sans défense. D'un autre côté, la grand-mère de Momo participe à une émission de télévision, où elle lit l'avenir dans une boule de cristal pour une célébrité, l'idole Young, à qui elle révèle qu'il ment sur son âge, qu'il est marié et a un enfant non reconnu. Une célébrité ordinaire, pourtant cette idole nie tout. À la fin du programme, les producteurs s'excusent pour les propos tenus par la voyante, tandis qu'elle quitte les lieux. Elle rentre en taxi, où le chauffeur la reconnaît comme la voyante sacrée Dodoria. Ayant vu son apparition à la télévision il y a quelques jours, le conducteur lui demande un autographe, mais à ce moment-là, Dodoria lui ordonne de s'arrêter et tente de descendre du véhicule, lui ordonnant de partir s'il ne veut pas avoir de problème. Le pauvre chauffeur n'obtient même pas son paiement. Juste quand il semble que la turbo-grand-mère va s'en prendre à Momo, elle est frappée par une planche cloutée envoyée par la grand-mère de Momo, Seko, qui arrive pour secourir sa petite fille. L'esprit de Mamie Turbo essaie d'attaquer Seko par derrière, mais il est aussitôt incendié. En effet,
la grand-mère de Momo dessine un cercle au sol, emprisonnant la malédiction, car sa batte de baseball a un crayon géant à son extrémité, avec lequel elle dessine la barrière. Seiko explique que si elle enfonce un clou à l'intérieur du cercle, cela devient une barrière, tandis que si elle le fait à l'extérieur, le seul endroit sûr est le cercle. Elle utilise également des clous, ce qui lui rappelle sa petite étoile. Seiko et la turbo-grand-mère se font face, et cette dernière lui promet de l'achever. Cependant, la Ricard commence à lui donner des coups, prévoyant d'exorciser l'esprit et maintenant l'enferme dans un cercle plus grand. La mamie Turbo l'avertit que cela signifie également la fin de la vie de Ken, mais cela importe peu à Seiko, qui se fiche de ce détail, puisqu'elle a toujours éliminé les hommes qui s'approchent trop de sa petite fille. Elle efface donc la barrière, éliminant ainsi l'esprit. Momo se réveille effrayée dans sa chambre, ne sachant pas ce qui s'est passé et cherchant Ken. Elle ne trouve que sa grand-mère, qui est en train de regarder la télévision. La jeune fille lui demande ce qu'elle a fait du protagoniste, mais sa grand-mère l'interrompt pour lui demander si elle a visité un lieu hanté. Momo raconte que c'est son amie qui en est responsable, et maintenant elle veut l'aider. Seiko lui répond qu'elle a tué un esprit maléfique. Momo la réprimande pour cela, mais sa grand-mère lui dit de ne pas s'inquiéter, car de toute façon, Momo ne croit pas aux fantômes. Momo, en colère, lui ordonne de lui dire ce qui s'est passé avec Ken, mais voyant que Seiko insiste sur ce sujet, elle ravale son orgueil, s'agenouille et s'excuse pour ce qu'elle a dit. Seiko lui suggère alors d'aller vérifier le temple. Momo sort en courant, se sentant coupable et pensant que Ken, un garçon ordinaire, ne mérite pas cela, car il voulait seulement une amie. Désespérée, elle ouvre la porte du temple et trouve Ken en train de manger des boules de riz. En voyant son amie, elle se sent soulagée. Momo ferme immédiatement la porte, puis réprimande le protagoniste pour être encore en vie. Elle s'assoit dehors, soulagée de voir qu'il va bien. Seiko interrompt ce moment émotionnel pour prévenir sa petite fille que Ken ne sera pas possédé par la turbo-grand-mère tant qu'il reste dans le temple. En voyant à quel point Momo est désespérée, elle lui demande si elle aime Ken. Bien sûr, Momo nie, expliquant qu'elle ne fait que l'aider parce que la turbo-grand-mère lui a volé son titan. Elle ajoute qu'après avoir été presque enlevée par des extraterrestres, elle a maintenant des pouvoirs psychiques. La grand-mère ne croit pas à l'existence des extraterrestres, mais elle admet qu'elle croit au pouvoir. Seiko reconnaît la mamie Turbo comme un esprit ancien, un yokai qui sème la terreur dans tout le Japon. Des rumeurs circulent disant qu'elle se cache sous un pont voisin, et en allant vérifier, Seiko perçoit une aura totalement différente. Il s'avère que la mamie Turbo est devenue plus puissante en se fusionnant avec un esprit lié, et Seiko ordonne alors à Momo de s'éloigner d'elle. Cependant, la jeune fille déclare clairement qu'elle a l'intention de l'aider, ce qui pousse Seiko à insister sur le fait qu'elle est amoureuse du protagoniste. La grand-mère accepte finalement la décision de Momo, et ils doivent maintenant élaborer un plan pour combattre mamie Turbo. Pour la vaincre, ils doivent d'abord la tirer hors de son territoire, ce qui l'affaiblira. Cela implique une course contre la mamie Turbo, mais Momo pense qu'il suffit de coller un talisman, comme ils l'ont fait avec le gros esprit auparavant. Sa grand-mère lui répond que c'est impossible dans cette situation, d'autant plus qu'elle ne pourra pas aider au combat, ses pouvoirs s'affaiblissant également lorsqu'elle quitte son village natal. Ainsi, Takakura doit s'entraîner à courir pour pouvoir la battre dans une course, tout en portant Momo pour éviter qu'elle perde le contrôle. Les deux jeunes trouvent cela fou, car Takakura n'est pas si rapide et les pouvoirs de Momo se sont affaiblis. La situation semble désespérée, mais Seiko se propose de les entraîner tous les deux, car c'est la seule façon de les aider. Elle annonce à Momo que son entraînement commencera le lendemain, tandis que celui de Takakura débutera dans 5 minutes. Après cela, Takakura dit à Momo que sa grand-mère est vraiment séduisante. Takakura s'excuse auprès de Momo de devoir être sauvée une seconde fois, et il lui promet de tout faire pour la sauver la prochaine fois, car il ne veut pas la décevoir. Momo essaie de le calmer en lui disant qu'il s'est bien débrouillé pendant le combat, et elle va chercher un futon pour qu'il puisse dormir. Mais alors, le garçon la retient, nerveux, et lui demande de lui apporter quelque chose à boire car il a soif. Le lendemain, Takakura meurt d'envie d'aller aux toilettes, mais Momo le retient, craignant que s'il s'éloigne un instant, il perde à nouveau le contrôle. Seiko propose que Momo l'accompagne, mais les deux refusent cette idée. Après que Momo ait expliqué à sa grand-mère comment ses pouvoirs fonctionnent et comment elle sent qu'ils s'affaiblissent, Seiko lui demande de tenter de les contrôler les yeux fermés et d'utiliser ses autres sens. Mais comme cela ne fonctionne pas, il ne reste plus d'autre option que de laisser Takakura aller aux toilettes, où la mamie Turbo apparaît, immobilisant Seiko et Takakura. Elle les avertit qu'ils doivent venir l'affronter sous le pont le soir même, sinon elle mettra fin à la vie de leur grand-mère. Une fois libérés de leur transe, ils saignent tous les deux, et Momo leur explique ce qui s'est passé. La nuit tombée, notre duo se prépare à partir. Ils enfilent des tenues de protection contre les esprits et se mettent en route. Avant de partir, Seiko embrasse Momo et lui demande de ne pas faire quelque chose de dangereux. Momo promet à Takakura qu'elle éliminera la mamie Turbo, car elle ne permettra pas qu'on fasse du mal à la seule famille qui lui reste. Et ainsi, nos héros se dirigent vers la confrontation finale avec la mamie Turbo. Momo et Okaru arrivant dans le tunnel abandonné où réside la grand-mère Turbo.
En tentant de la contenir, ils découvrent que l'esprit est beaucoup plus puissant que ce qu'ils avaient prévu. Même lorsqu'Okaru décide de se transformer pour l'affronter, il ne peut pas le faire, démontrant le désavantage dans lequel il se trouve. À la surprise des deux, la grand-mère Turbo lui rend son chili, levant ainsi la malédiction. Cela s'avère être un retournement inattendu, car l'esprit semble surpris qu'Okaru soit capable d'utiliser ses pouvoirs de manière volontaire. Bien que la malédiction disparaisse, la grand-mère Turbo reste déterminée à les dévorer. C'est à ce moment-là que Momo se souvient de ce que sa grand-mère a dit. Elle réalise que l'esprit ne peut pas résister au défi. C'est là que la stratégie mentale entre en jeu, car Momo défie la grand-mère Turbo à un jeu de chat. La seule règle est que la grand-mère Turbo doit compter 10 minutes avant de commencer. Ce plan semble simple, mais les deux sous-estiment l'astuce de l'esprit. Avec sa nature rusée, elle commence à compter de manière arbitraire, en sautant des limites et en attaquant Momo avant le prévu. Cela met Momo dans une situation critique, voyant sa compagne en danger. Okaru ne perd pas de temps et décide de prendre une décision audacieuse, il attaque, provoquant l'esprit pour se faire posséder afin de s'en débarrasser. Ce moment est à la fois comique et stratégique, révélant à quel point Okaru peut être imprévisible lorsqu'il est acculé. Ce que la grand-mère Turbo ne s'attendait pas à ce que, en possédant Okaru, Momo puisse utiliser ses pouvoirs pour la contenir. Quand il semble que nos héros reprennent le dessus, la grand-mère Turbo décide d'appeler l'esprit lié, qui se révèle être un énorme crabe. L'apparition de cette créature complique encore plus la situation, augmentant la tension et laissant nos protagonistes dans un désavantage encore plus grand. Après l'apparition du gigantesque esprit en forme de crabe, les deux protagonistes se retrouvent à fuir, essayant de survivre face à une force qui semble hors de leur contrôle. Malgré l'intensité du moment, Okaru montre son ingéniosité et décide une fois de plus d'utiliser les pouvoirs de la grand-mère Turbo. Cette ressource leur permet de gagner un peu de temps et de distance tout en fuyant dans les rues de la ville. Pendant la poursuite, Momo montre une fois de plus sa capacité à penser rapidement sous pression. Elle a une idée ingénieuse pour arrêter le crabe, l'emmener dans un sauna, oui, spécifiquement dans un endroit avec des eaux thermales. Son plan est simple mais efficace, utiliser l'eau chaude pour cuire ou au moins ralentir le crabe en profitant de ses propriétés physiques pour contrer l'esprit. Le plan de Momo fonctionne à merveille. En arrivant au sauna, ils réussissent à faire entrer le crabe en contact avec l'eau chaude, ce qui affaiblit temporairement cet esprit. Cela leur donne l'occasion de continuer leur fuite. Cependant, la tranquillité qu'ils gagnent est de courte durée. Alors qu'ils pensent avoir réussi à respirer, la grand-mère Turbo les surprend à nouveau, montrant sa nature persistante et vengeante, et décide d'invoquer des renforts. Un groupe d'esprits qui se reposait à proximité se joignent à la poursuite. Intensifiant encore plus la situation, ce mouvement laisse clairement entendre que ni Momo ni Okaru n'échapperont facilement aux griffes de la grand-mère Turbo et, bien sûr, à ses alliés surnaturels. Vers le climax de l'épisode et de cette intense poursuite, nos héros trouvent encore une fois des moyens de s'échapper des griffes de la grand-mère Turbo, qui semblait déjà savourer la victoire. Momo et Okaru parviennent à monter dans un train qui roule à 120 km/h, ce qui, en théorie, devrait les mettre hors de portée de la grand-mère Turbo, dont la vitesse maximale est de 100 km/h. Cependant, le train n'atteint pas sa vitesse maximale, ce qui permet à la grand-mère Turbo, avec sa ténacité caractéristique, de se rapprocher dangereusement d'eux. Au moment où il semble qu'il ne pourrait pas échapper à son emprise, la situation prend un tournant inattendu. La grand-mère Turbo a atteint sa limite, ayant dépassé la distance maximale qu'elle peut parcourir sans perdre sa connexion avec le tunnel, l'endroit où réside son pouvoir. C'est à ce moment-là que Seiko entre en action. Avec son aide, les jeunes parviennent enfin à vaincre la grand-mère Turbo, s'assurant qu'elle ne devienne plus une menace pour eux. C'est ici que la narration approfondit, nous offrant un contexte sur la grand-mère Turbo que nous ne connaissions pas. Seiko révèle que cet esprit n'a pas toujours été une entité maléfique. À l'origine, la grand-mère Turbo était une jeune femme qui a subi un destin cruel et tragique. Ce tunnel a été le théâtre d'actes atroces commis contre des jeunes, et la grand-mère Turbo est la manifestation de l'énergie accumulée par ces événements. La révélation selon laquelle la grand-mère Turbo essayait de consoler les personnes s'approchant du tunnel, malgré le fait d'être un esprit maudit, ajoute une couche de complexité émotionnelle. Seiko explique que, bien que les intentions des morts puissent sembler nobles, le contact avec les vivants ne doit pas se produire, car cela entraîne seulement plus de douleur et de chaos. C'est l'une des règles non écrites de la coexistence entre les mondes des vivants et des morts. Une fois chez eux, les deux tourtereaux commencent à se battre comme d'habitude, et le pire, c'est que le dîner consiste en un crabe. Pendant ce temps, Seiko demande à Okaru de lui montrer son sgeg, car elle veut vérifier s'il l'a vraiment. Cela fait clairement que Okaru se demande s'il parle à une idiote, mais en voyant qu'elle devient sur la défensive, il n'hésite pas à s'éloigner avec peur. Il lui demande alors de faire quelque chose, mais elle reste occupée à manger le crabe comme une petite écureuil. Une fois qu'il est temps pour lui de partir, elle le remercie pour tout, et les deux se disent au revoir, mais tous deux restent pensifs, comme s'il manquait quelque chose. Momo prend l'initiative de le faire s'arrêter pour lui dire qu'elle espère le revoir demain, un geste si gentil qui le rend heureux, car c'est ce dont il avait besoin. Le lendemain,
Ken reprend les cours, car tout revient à la normale, mais il se montre assez nerveux, ayant un problème en tête, il veut bien réussir son salut matinal avec Momo. Il a même beaucoup pratiqué la veille au soir. Lorsqu'il arrive à l'entrée, il se rend compte qu'elle est là, mais il ne pense pas qu'elle l'attend uniquement parce qu'ils sont devenus amis. C'est pourquoi il décide de passer son chemin. Momo le regarde attentivement, et malgré cela, elle s'approche pour le bousculer et le saluer, ce qui lui fait comprendre qu'elle l'attendait vraiment. Une fois entrée dans l'école, elle commence à lui raconter avec enthousiasme et en détail toute son expérience avec les extraterrestres. Ken se contente de l'écouter sans trop parler, montrant un peu de timidité. Lorsqu'il essaie finalement de dire quelque chose, elle doit partir pour sa classe, mais pas avant de lui dire qu'elle espère le revoir plus tard. À ce moment-là, un élève le bouscule fortement, le traitant avec désinvolture comme d'habitude. Ken ignore cela et va s'asseoir sans s'en préoccuper, acceptant de tout pardonner, peu importe à quel point c'est déraisonnable, car il a maintenant une amie incroyable. D'un autre côté, les amis de Momo remarquent qu'elle est ailleurs et en concluent qu'elle est préoccupée par des choses liées à son ex. Elles ignorent que Momo souhaite en réalité parler d'extraterrestres et commence à s'impatienter. La même chose arrive à Ken, qui aimerait beaucoup parler avec elle des fantômes. Il était nerveux ce matin et n'a pas pu répondre malgré toutes les questions qu'elle lui a posées. Justement, Momo pense la même chose, elle est impatiente de lui parler des extraterrestres qui l'ont attaqué, curieuse de savoir ce qu'ils mangent ou s'ils portent des sous-vêtements. À la fin du cours, ils sortent tous les deux dans le couloir pour se retrouver, mais à cause de la foule, ils passent l'un à côté de l'autre sans se voir. Momo arrive dans sa classe et demande des nouvelles d'Okaru, mais ceux à qui elle s'adresse ne comprennent pas de qui elle parle, car elle évite de dire son vrai nom pour des raisons évidentes. De son côté, Ken essaie de demander où elle est, mais sa timidité fait qu'on ne l'entend même pas. Après cela, ils se rendent tous les deux à différents endroits de l'école, et par hasard, ils passent très près l'un de l'autre, mais ils ont le malheur de ne jamais se croiser. Après un moment, ils sortent tous les deux dehors et s'assoient pour réfléchir. Ken pense qu'elle a sûrement remarqué ce matin qu'il est ennuyeux, et c'est pourquoi elle s'est probablement lassée de lui. De son côté, Momo se désespère de ne pas l'avoir trouvé et, en y repensant, elle se dit qu'il semblait découragé ce matin. Elle suppose donc qu'il ne se sent peut-être pas à l'aise qu'on lui parle autant et se reproche de ne pas avoir pensé à ses sentiments. Peu à peu, il commence à se blâmer et à se dire qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ensuite, il se lève et se dirige vers l'intérieur de l'école, sans se rendre compte qu'ils empruntent le même chemin, ce qui les fait se heurter. En plus de cela, leurs lèvres se frôlent un instant. Ils se reprochent mutuellement ce qu'ils font là, mais après s'être calmés, ils finissent par comprendre qu'ils se cherchaient mutuellement et qu'ils pensaient que l'autre ne voulait pas le voir. Cela dissipe leur malentendu, mais, soudain, les amis de Momo les interrompent, déclarant qu'ils viennent de s'embrasser et qu'ils ont quelque chose ensemble. Face à ces accusations absurdes, Momo le nie fermement, précisant qu'elle n'embrasserait jamais ce crétin, ce qui pousse Ken à lui répondre de la même manière. En quelques minutes, ils se disputent vivement, puis chacun part de son côté. En voyant cela, Miko et Ken se convainquent que les deux sont vraiment proches. Ken se rend aux toilettes et réfléchit à ce qui s'est passé, acceptant qu'il s'est laissé emporter et que le mieux serait de s'excuser. Mais en voulant uriner, il remarque quelque chose qui le choque. De leur côté, les amis de Momo commencent à l'interroger sur son prétendu nouveau petit ami, ce qui la rend extrêmement embarrassée et incapable de leur faire comprendre la réalité. Quelques secondes plus tard, Ken arrive soudainement pour lui dire qu'il y a une urgence et qu'ils doivent parler en privé. Mais comme elle est encore en colère, elle lui demande de partir, rappelant ce qu'elle lui a dit plus tôt, qu'elle ne voulait pas lui parler. Elle redit également à ses amis qu'il n'est pas son petit ami. Ken essaie de la persuader de venir avec lui, mais comme elle reste ferme dans sa colère, il finit par lui demander si elle a vraiment honte d'être son amie. Après cela, il s'éloigne, et les filles disent à Momo qu'elle a été très dure avec lui, bien qu'elle reste sensible sur le sujet. Peu après, Ken heurte accidentellement un étudiant qui s'excuse poliment. Quelques minutes plus tard, Momo arrive dans ce couloir et se rend compte qu'ils discutent, la fille restant très proche de lui. Quand elle dit au revoir à Ken et s'éloigne, Momo est ravie de l'entendre parler mal de lui, allant jusqu'à dire que ce nerf avait l'air bête de tomber complètement sous son charme. Elle prend plaisir à faire tomber les idiots amoureux d'elle. Ces paroles énervent assez Momo pour qu'elle utilise ses pouvoirs pour faire tomber un lavabo sur la tête de la fille, la rendant inconscient. Ensuite, Ken arrive pour voir la fille mais Momo s'accroche à son bras, et en passant à côté de l'autre fille, lui montre clairement ce qu'il a à ses côtés tout en la menaçant. Lorsqu'ils marchent ensemble, Momo en profite pour lui dire qu'elle est désolée, reconnaissant qu'elle a mal agi. Ses amis pensaient qu'ils s'étaient embrassés dans la cour, ce qui l'a paniqué. Elle admet finalement ne pas avoir honte d'être son amie. Ken, légèrement nerveux, lui dit que ça ne le dérange pas du tout et qu'il est heureux de leur réconciliation. Cela crée une atmosphère agréable entre eux, mais Ken interrompt ce moment pour lui parler du problème mentionné auparavant. Il la demande s'ils ont bien vaincu la mamie Turbo, ce qui est confirmé, et la malédiction est donc levée, mais Ken ne croit pas car il lui manque ses boules. Lorsqu'il rentre, il raconte l'histoire à Seko. Momo ne peut s'empêcher de rire de la situation,
et Ken explique que son bâton magique est revenu, sans réaliser que ses boules de dragon n'étaient pas là. Seko lui demande pourquoi il appelle cela un bâton magique, car en réalité c'est un crayon. De retour au sujet, Seko décide d'agir en inspectant le cas. En préparant le rituel, il place un talisman sur une poupée et, sans attendre, Seko frappe Ken avec son grand éventail. Momo remarque qu'à chaque coup, l'aura de Ken change brièvement. Seko lui explique que dès que l'aura change, il doit l'extraire, car elle ne lui appartient pas mais est quelque chose d'externe. Ils réussissent à extraire l'aura, mais elle s'échappe immédiatement de ses mains. Seko lui dit de ne pas s'inquiéter et se concentre sur la poupée de chat qui s'embrase, et le chat s'anime soudainement pour s'enfuir. Seko leur ordonne de le capturer, et il fouille la maison. Momo utilise ses pouvoirs psychiques pour détecter l'aura du fantôme et le capturer avec ses mains spirituelles. Lorsqu'ils arrivent à la chambre où se trouve le chat, il les insulte et leur demande de le relâcher. Ken, impressionné par l'évolution des pouvoirs de Momo, reste néanmoins diverti par l'attitude agressive du chat, qui lui semble adorable. Seko leur explique que ce chat est la mamie Turbo. Elle leur révèle que lorsqu'elle était en train de brûler sous la technique de barrière, elle s'est transformée en esprit pour entrer dans le corps de Ken. Elle comptait s'y cacher pour récupérer son pouvoir spirituel et tous les tuer lorsqu'elle serait assez puissante. Momo lui rappelle qu'elle n'a plus le contrôle, donc elle doit faire gaffe à ce qu'elle dit. Ken exige alors que la mamie lui rende ses paires de boules, sinon elle ne peut pas fuir. Mais la mamie détendue, les avertit que la tuer signifie la perte permanente de ses boules de dragon. Enragé, Ken subit soudainement une transformation en sa forme maudite. Seko lui explique que l'éventail a expulsé sa conscience mais que ses pouvoirs sont restés dans son corps. Terrifiée, la mamie Turbo commence à trembler en comprenant sa situation, Seko lui inflige alors une série de claques en guise de leçon. Après tout cela, Ken revient à la normale, ne comprenant pas comment il a pu se transformer seul. Enfin, Momo dit à Seko d'arrêter et propose une trêve avec la mamie Turbo, si elle rend ses boules, ils restaureront son pouvoir. Elle accepte malgré quelques réticences, mais révèle que les boules ne sont pas là, car elles se sont perdues. La nouvelle laisse tout le monde paralysé, avec un autre problème à résoudre. Ken et Momo s'éloignent de la zone proche de la gare, car elle est près de l'endroit où ils ont vaincu Mamie Turbo. Elle leur explique que ces boules sont enveloppées dans une membrane d'énergie spirituelle et qu'il s'agit de boules dorées brillantes d'environ 5 cm de diamètre. Tous deux se plaignent car ils les cherchent depuis un bon moment, et Momo doute qu'ils puissent trouver quelque chose d'aussi petit. Cela pousse Mamie Turbo à leur dire qu'ils les ont peut-être déjà trouvés. Il se trouve qu'une puissante force vitale réside à l'intérieur de ces boules, les fantômes et les yokais sont attirés par ce genre de choses, car ils croient qu'ils pourront revivre s'ils collectent des objets ayant une forte énergie vitale. C'est aussi pour cette raison que les esprits malins attaquent les humains pour essayer de voler leur force vitale. Momo demande si cela n'est pas très mauvais, car si quelqu'un a déjà pris ces boules, ils n'ont aucun moyen de les retrouver. À cela, Mamie Turbo répond que ça ne lui importe absolument pas, en se montrant très détachée. Cette attitude pousse Momo et Ken à lui donner des coups de pied sans relâche, en la rendant responsable de tout ce problème. Ensuite, ils rentrent chez eux et racontent leur échec à Seko, qui leur dit qu'elle va demander à ses amis s'ils ont des informations sur les boules. Elle rappelle également à Ken qu'il possède toujours le pouvoir de Mamie Turbo en lui. Bien qu'il ne semble pas incontrôlable en ce moment, c'est tout de même un pouvoir dangereux. Elle lui conseille donc de rester en retrait jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une solution. Le lendemain, Ken, en arrivant à l'école, se dirige vers sa classe où des camarades l'arrêtent pour lui demander s'il sort avec Momo. Quand Ken leur répond que non, l'un d'eux lui demande de bien vouloir la lui présenter, car il a toujours voulu être ami avec elle, en ajoutant qu'elle est très mignonne. En entendant cela, Ken ouvre de grands yeux, car il n'avait jamais pensé que Momo était mignonne. Il était seulement heureux d'avoir fait sa première amie. Mais en y réfléchissant bien, il trouve qu'elle est effectivement très jolie. Il se corrige cependant rapidement en se rappelant qu'elle n'est qu'une amie et qu'il ne devrait jamais penser qu'elle est mignonne, jugeant cette pensée inappropriée. À ce moment-là, un autre camarade, Soyo, lui demande s'il a couché avec elle, car il y a une rumeur selon laquelle elle est facile. Ken change immédiatement d'attitude et lui demande qui a diffusé cette rumeur. Comme l'autre refuse de répondre, Ken le saisit par le col. Bien que ce garçon n'apprécie pas l'attitude de Ken, celui-ci commence peu à peu à libérer le pouvoir de Mamie Turbo, lui demandant de répondre sous une grande pression. Le garçon, effrayé, finit par admettre que ce n'est pas lui qui a propagé la rumeur. Après quelques secondes, Ken reprend son calme et s'excuse, puis retourne à son siège. Peu de temps après, Mamie Turbo apparaît depuis son sac et le salue en remarquant qu'il passe un mauvais moment. Ken la remet rapidement dans son sac pour se précipiter dans un couloir désert, où il lui demande ce qu'elle fait ici, puisqu'elle était censée être isolée dans la maison de Momo. Elle lui explique que Seko a dit qu'un chat doit agir librement, car de toute façon elle ne pouvait rien faire. Plus important encore, elle sent qu'il traverse des difficultés et pense que ce pouvoir est un fardeau pour quelqu'un comme lui. C'est pourquoi elle lui propose de retourner en lui promettant que dès qu'elle récupérera ses pouvoirs, elle le laissera en paix. Ken est irrité par cette suggestion, car elle devrait d'abord lui rendre ses boules. Avant qu'elle ne puisse continuer à parler, il la remet dans le sac dès qu'il entend la voix de Momo.
Avant qu'il puisse lui expliquer ce qui se passe, son sac tombe soudainement car il est fasciné par son visage, se rappelant clairement ce qui la distrait, elle est très mignonne. Cela le pousse à s'éloigner, incapable de lui parler correctement. Momo lui demande pourquoi il prend ses distances, mais comme il ne répond pas, elle commence à le poursuivre sans relâche. D'un autre côté, Mamie Turbo sort du sac pour explorer et vole avec plus de liberté. Un peu plus tard, les amis de Momo voient qu'elle est contrariée et lui disent que Ken s'est battu avec d'autres garçons qui ont mal parlé d'elle. Apparemment, quelqu'un répand une mauvaise rumeur sur elle. Cela rend Momo un peu embarrassée, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi Ken l'évite. À partir de là, on voit l'étudiante Era Shiratori passer dans le couloir de l'école. Elle pense que Momo est une belle fille et que, rien qu'en marchant dans le couloir, elle attire tous les regards. Non seulement elle est jolie, mais elle sourit et salue tous ceux autour d'elle. Cependant, même une fille parfaite comme elle est furieuse pour quelque chose, en l'occurrence Momo et ce qu'elle lui a fait avant. Alors, elle a répandu la rumeur que Momo est facile, mais elle est en colère car cela ne s'est pas suffisamment propagé. Selon elle, personne ne comprend que cette fille est un démon. Lors de l'accident, elle l'a clairement vu, Momo avait une aile de démon qui poussait dans son dos. Cela l'a convaincue qu'elle est sans aucun doute un démon. Mais le fait d'avoir soudainement acquis la capacité de voir ce genre de choses signifie qu'elle est l'élu. Elle en avait déjà un peu conscience, et elle pense que c'est à cause de sa grande beauté. Pour le prouver, elle montre une boule dorée qui lui est tombée du ciel. En la trouvant, elle a supposé qu'elle devait aussi sauver le monde de ce vil démon, ce qu'elle prévoit de faire. On voit brièvement comment elle a trouvé cette boule dorée, elle était près du train au moment où ils ont vaincu Mamie Turbo et, juste après l'avoir ramassée par terre, elle a commencé à voir petit à petit des choses que les autres ne peuvent pas percevoir. De retour dans le présent, ses amis viennent lui dire qu'elles ont obtenu les objets qu'elle a demandés, une Bible et une croix, bien qu'elle se plaigne de l'odeur de gaz. Ses amis doutent que ce qu'elles sont sur le point de faire soit bien, mais elles lui montrent leur soutien en tant qu'amie. À ce moment-là, Era s'alarme en voyant quelque chose dehors, une femme en robe rouge. Cependant, ses amis lui disent qu'elle ne voit rien. Era pense alors qu'il s'agit d'un membre de la famille de Momo et se cache, mais elle retrouve rapidement son air doux et innocent quand des garçons s'approchent pour la saluer. À ce moment-là, on voit que la Mamie Turbo les observait, bien qu'elles finissent par se retirer. Era parle en code à ses amis pour qu'elles exécutent leur plan après l'école, et elles lui font un signe de pouce en retour. De retour avec les garçons, ils sont maintenant assis sur le toit, mangeant ensemble. Momo demande à Ken de le regarder, mais Ken continue d'éviter le contact visuel, prétendant qu'il surveille pour s'assurer que la Mamie Turbo ne tente pas de s'échapper. En entendant cela, Momo se concentre sur elle et lui demande ce qu'elle fait ici. En voyant qu'elle l'ignore, il lui rappelle qu'il l'a battue, ce qui la met en colère. Une fois calmée, la Mamie Turbo explique qu'elle a cherché les boules avec beaucoup d'efforts et qu'elle a trouvé une femme suspecte. Ken soutient cette hypothèse, disant qu'il pourrait s'agir d'un humain qui les a ramassés au lieu d'un yokai. La Mamie Turbo ajoute que si un humain les ramasse, il pourrait éveiller des pouvoirs spirituels et commencer à voir des fantômes. Un humain capable de voir des fantômes signifie aussi que les fantômes peuvent voir cet humain, ce qui les expose à des attaques. Bien qu'elle ignore le nom de cette fille suspecte, elle accepte de les mener à elle après l'école. Après un moment, Era remarque que la gardienne de Momo se rapproche de plus en plus, ce qui commence à l'inquiéter. À la fin des cours, elle s'approche immédiatement de Momo pour lui demander de lui parler en privé. Momo accepte poliment, et Era l'emmène dans une usine abandonnée. Dès qu'elle en a l'occasion, elle fait signe à ses amis, qui surprennent Momo et parviennent à lui immobiliser les poignets avec un ruban de sécurité. Ensuite, Era s'approche de lui pour essayer de l'exorciser avec une croix. Momo, furieux, utilise ses mains spirituelles pour envoyer ses amis voler, les laissant inconscientes sous l'impact. Cette démonstration de pouvoir pousse Era à redoubler d'efforts pour faire face à Momo, allant même jusqu'à sortir sa boule dorée pour obtenir plus de puissance. Momo confirme alors qu'elle est bien celle qui la possédait. Quelques minutes plus tard, Ken arrive, et Momo lui signale qu'Era est la fille suspecte qu'il cherchait, mais Ken crie que ce n'est pas le cas, car en réalité, elle est victime de la femme suspecte. Juste après, le fantôme qu'Era avait vu approche et la saisit dans ses mains, ravie de pouvoir enfin la voir. Elle lui dit qu'elle est sa mère, attirant son attention. Cela permet à Ken de se transformer pour attaquer, mais le fantôme esquive facilement ses coups. Grâce à sa meilleure agilité, elle l'attrape avec une main et tente de le dévorer. Momo essaie de l'arrêter avec son pouvoir, mais comme elle ne peut pas utiliser ses mains, elle a beaucoup de mal à le contrôler. Le fantôme effectue une rotation agile, projetant Momo contre des objets et, sans être interrompu, dévore complètement Ken. Puis elle reporte son attention sur Era et lui fait savoir qu'elle a attendu plus de 10 ans pour pouvoir la voir. Cela pousse Era à douter qu'il s'agisse d'une parente de Momo. Le fantôme lui rappelle qu'elle l'a appelée « maman » ce jour-là et lui demande de l'appeler ainsi de nouveau. À peine capable de comprendre ce qui se passe, Era pense que Momo combat ce démon et lui propose de s'allier. À ce moment, la Mamie Turbo sort des décombres et utilise un téléphone. Après quelques recherches, elle explique à Momo que ce fantôme est sans aucun doute l'acrobate à la chevelure soyeuse. Cependant,
Momo la critique parce que le téléphone est celui de son ami Miko, ce qui signifie qu'elle l'a volé. À ce moment, Hera déclare à Silky qu'elle est l'élue et qu'elle va donc éliminer des monstres comme elle. En entendant cela, Silky la dévore complètement, puis blâme Momo d'avoir incité Hera à devenir une délinquante. Ensuite, elle libère ses cheveux en tous sens, créant une situation critique. Momo demande de l'aide à la mamie Turbo, mais celle-ci ne parvient pas à la libérer. Silky parvient à attraper Momo et commence à la traîner dans tous les sens, lui infligeant de lourds dégâts. Elle lui dit qu'elle peut l'appeler « maman » si elle souhaite être pardonnée, mais, bien qu'elle soit étranglée, Momo parvient à l'insulter, ce qui pousse Silky à la dévorer. Avec tout le monde hors de combat, la mamie Turbo s'approche pour lui montrer son mépris et lui faire savoir que, selon ce qu'elle a entendu, un mannequin Echo a le pouvoir d'attirer quelque chose de bon. Elle remarque que Silky a avalé ses propres cheveux en même temps que Momo. Soudain, une flamme bleue violente jaillit de sa bouche, l'enveloppant complètement et brûlant à grande vitesse. La mamie Turbo explique que le chapelet que cette fille tenait était en réalité un briquet et que Momo a mis le feu à ses cheveux avec ce briquet. Il ne devrait rien rester à brûler dans son estomac, mais elle a mangé ses propres cheveux par accident. Cela force Silky à recracher les 3 personnes qu'elle a dévorées. Ken et Momo s'en sortent indemnes, bien qu'Hera soit inconsciente. Maintenant réunis, ils se préparent à contre-attaquer contre cette puissante créature. Momo, Ken et la jeune Hera, inconsciente, se trouvent dans une situation critique dans un entrepôt, face à la terrifiante femme aux cheveux lisses. La poursuite commence rapidement, le yokai cherchant à les atteindre. Ses mouvements acrobatiques en font une ennemie imprévisible, se déplaçant facilement sur le plafond et les murs de l'entrepôt. La situation se complique encore, car Momo et Ken doivent protéger Hera, qui est restée inconsciente après avoir été avalée dans l'épisode précédent. Ken tente de se défendre, mais ses premières attaques sont inutiles contre la vitesse et l'agilité de Silky. Dans un tournant intéressant, Momo demande à Ken de lui faire confiance et de suivre sa stratégie. L'idée de Momo est assez ingénieuse, elle attire la femme acrobatique pour qu'elle se déplace frénétiquement partout, utilisant ses propres cheveux comme un piège. Tandis que Silky effectue des acrobaties, ses cheveux commencent à s'emmêler dans les étagères, les poutres et les objets de l'entrepôt, se transformant en pièges pour elle-même. Aveuglée par son désir d'attraper les protagonistes, Silky ne se rend pas compte qu'à chaque saut, elle s'en mêle davantage. Lorsqu'elle le réalise enfin, il est trop tard, elle est immobilisée, piégée par ses propres cheveux. Avec le yokai immobilisé, Momo incite Ken à profiter de ce moment pour utiliser toute sa puissance. Cela représente un défi pour Ken, car jusqu'à présent, il a toujours utilisé les pouvoirs de la turbo-grand-mère de façon inconsciente. Cependant, Momo croit qu'il peut y arriver. Ken se concentre, sent l'énergie circuler en lui et, avec détermination, canalise toute l'énergie de la turbo-grand-mère en un coup puissant. C'est un moment épique où l'on voit Ken faire un bond chargé d'énergie, se lançant directement vers Silky acrobatique avec un coup brutal. L'impact est dévastateur, Silky est complètement vaincu et hors de combat. Quand tout se calme, la grand-mère Turbo, Momo et Ken se rapprochent d'Hera pour retrouver une des boules dorées de Ken. La récupération de cette boule est une petite victoire qui redonne un peu d'espoir à nos héros. Cependant, ce moment de victoire est assombri par une scène inquiétante, Hera reste immobile au sol. Momo et Ken se regardent, inquiets, se demandant si elle a survécu à la rencontre avec le yokai, car elle semble être dans le ciel des capybaras. Alors, Hera est-elle morte? En fait, Hera est effectivement morte à cet instant, car selon la grand-mère Turbo, tout humain avalé par un yokai perd la vie. Momo et Ken ont seulement été sauvés grâce à leur pouvoir surnaturel. Cependant, nos jeunes héros ne renoncent pas et essaient de tous les moyens de lui rendre la vie. Dans un retournement inattendu, le yokai propose de donner son aura à Hera, ce qui pourrait la sauver. Apparemment, les auras sont comme des batteries pour les êtres vivants, ainsi, un simple échange d'aura pourrait sauver la jeune fille. Bien sûr, nos héros se méfient des intentions de la femme acrobatique. Cependant, dans cette situation critique, c'est leur dernier espoir. Momo accepte l'échange d'aura. Mais ce qu'elle découvre est une vérité accablante, il s'avère que le yokai n'était pas mauvais. Tout ce qu'elle voulait, c'était revoir sa fille. Silky acrobatique n'est pas un yokai ordinaire, non, son histoire est teintée de tragédie et d'un passé profondément marqué par la douleur et la perte. Dans sa vie humaine, elle était une femme ordinaire qui se battait pour survivre et pour offrir une bonne vie à sa fille, qui était devenue sa seule raison de vivre. Les difficultés financières l'ont obligée à accepter des emplois épuisants, dont un particulièrement dégradant. Cependant, le désir de voir sa fille heureuse et de lui fournir un foyer sûr, la motivait à endurer toutes sortes de souffrances. La vie de Silky a pris un tournant tragique lorsqu'elle a été harcelée par ses créanciers, qui ont décidé de lui donner une leçon en lui enlevant sa fille. Désespérée, elle a tenté de les poursuivre, mais a échoué à la récupérer. Le cœur brisé et sans espoir, elle est montée sur la terrasse de son immeuble et, dans un dernier acte de désespoir et de douleur, a exécuté une danse acrobatique sous la pluie avant de se jeter dans le vide. Ce moment a marqué sa transition vers le monde des yokais, laissant derrière elle sa vie humaine, mais emportant avec elle le profond désir de retrouver une fille à aimer. En tant que yokai,
Acrobatic Silky devient une figure tourmentée par le besoin de combler le vide laissé par sa fille. En voyant Hera, son instinct maternel se réactive et elle projette en elle l'image de la fille qu'elle a perdue, avec une obsession de la contrôler et de la posséder. Cependant, dans une manifestation de son amour déformé, la femme acrobatique va jusqu'à sacrifier sa vie et son essence spirituelle pour sauver la jeune fille. Dans un moment chargé de symbolisme, Acrobatic Silky transfère son aura vitale à Hera. Cet acte de sacrifice est aussi puissant que tragique, car un yokai sans aura ne peut rester ni dans le monde des vivants ni dans celui des morts, il est condamné à disparaître dans le néant, devenant un être de rien. L'expression de Silky change pendant qu'elle réalise cette transmission, ses traits, auparavant distordus et remplis de fureur, s'adoucissent, montrant pour la première fois une expression de paix et d'amour maternel. C'est comme si elle avait enfin réussi à accomplir son but de protéger sa fille, même d'une manière symbolique. Au réveil, Hera voit la silhouette d'Acrobatic Silky disparaître devant elle. Hera, les larmes aux yeux, appelle le yokai mère dans un geste venant du plus profond de son être, comme si, en cet instant, elle partageait une connexion émotionnelle inexplicable. Ce moment de reconnaissance d'Hera, qui appelle Silky mère, est le dernier souhait de Silky exaucé, être acceptée et reconnue pour ce qu'elle était autrefois, une mère qui aimait profondément. Son dernier souhait accompli, l'esprit d'Acrobatic Silky commence à se désintégrer en particules de lumière, s'évanouissant lentement tandis qu'elle regarde Hera avec un regard plein d'amour. Pendant qu'il mange, Momo en profite pour s'excuser auprès d'Hera d'avoir renversé une bassine sur sa tête un autre jour. Malgré ce geste de gentillesse, Hera précise qu'elle n'a pas l'intention de devenir amie avec elle. Elle lui ordonne ensuite de se dépêcher et de s'excuser d'avoir parlé dans le dos de Ken. Cependant, Hera change de sujet et accuse Momo d'être un démon. Face à cette accusation absurde, Momo nie et affirme qu'il s'agit d'un simple malentendu. Malgré tout, Hera insiste, expliquant que tout est étrange chez Momo, y compris Seko, sa grand-mère, qui paraît bien trop jeune et belle pour ce rôle. En plaisantant, Seko déclare que Momo est effectivement un démon, ce qui pousse Hera à interpréter cela au premier degré. Elle déclare alors que Momo est à la tête d'une organisation démoniaque ayant pour but de détruire le monde. Momo répond qu'elle n'a pas autant de pouvoir, affirmant que sinon, elle aurait déjà fait exploser la tête d'Hera depuis longtemps. Les deux commencent alors une dispute verbale tout en continuant de manger leur ramen. Hera, persuadée de ses propres capacités, déclare avoir été choisie pour sauver le monde grâce à sa beauté, avant de quitter la table, laissant Momo perplexe. Seko, pour sa part, prend le parti d'Hera, ce qui énerve Momo, qui insulte Seko en la traitant de vieille maudite. Hera revient ensuite pour parler avec Ken et lui demande pourquoi, malgré qu'il soit un démon, il l'a sauvé tant de fois. Momo intervient pour dire que Ken n'est pas le démon qu'Hera pense. De son côté, Ken explique qu'il agit simplement par principe, s'il y a des gens en détresse, il se doit de les aider. Cette réponse surprend Hera, qui voit en lui une bonté humaine. Elle promet alors de libérer Ken de l'emprise de Momo. En quittant les lieux, Hera ressent un sentiment nouveau envers Ken, qu'elle trouve étrange, puisqu'elle le considère encore comme un démon. Plus tard, Seko et les autres commencent à plaisanter en aidant Ken avec une balle, pour enfin la placer correctement. Tout le monde célèbre cette petite victoire. De retour à l'école, Momo est troublée car ils n'ont toujours aucune piste sur l'autre balle. Elle propose à son ami de se retrouver dans un cybercafé après les cours pour discuter. Cependant, Ken annonce qu'il devra s'absenter, ayant un engagement. Durant le déjeuner, Momo discute avec ses amis et partage ses soupçons sur le comportement étrange de Ken. L'une de ses amies suggère qu'il pourrait voir une autre fille, ce que Momo réfute immédiatement, déclarant que Ken est le dernier à pouvoir inspirer ce genre de soupçons. Mais elle se souvient du regard qu'Hera a lancé à Ken lorsqu'ils se sont séparés, ce qui ravive ses doutes. Momo décide finalement de vérifier la salle de Ken pour éclaircir la situation, mais elle change d'avis, préférant ne pas le déranger dans son travail. Sur le chemin du retour, elle tombe par hasard sur Ken, qui se tient au-dessus d'Hera comme s'il va l'embrasser, ce qui laisse Momo sans voix. Pour mieux comprendre cette partie, on revient un peu en arrière, alors que Ken est en plein exercice physique pour se renforcer en vue de futurs affrontements. Hera le rejoint alors et, avec un air sérieux, aborde de nouveau le sujet de ses supposés pouvoirs démoniaques. Mais même si Hera reste convaincue qu'il est un démon, elle décide malgré tout d'être honnête sur ce qu'elle ressent pour lui. À ce moment-là, Hera s'approche de Ken pour l'embrasser, mais il la repousse, gêné par cette approche inattendue. Hera explique alors que, selon un des livres de son père, lorsqu'une personne déclare son amour, elle s'embrasse habituellement. De plus, elle affirme qu'il est de la responsabilité d'un homme d'accepter la déclaration d'une femme. Devant une telle logique absurde, Ken reste ferme et lui demande d'arrêter de lire de telles choses. Il lui fait remarquer qu'une fille aussi populaire qu'elle n'a pas besoin de se rabaisser à ce genre de comportement. Cependant, Hera rétorque que la popularité n'a rien à voir avec le romantisme. Pendant leur débat, leurs jambes s'en mêlent, et Ken tombe accidentellement sur elle. C'est à ce moment que Momo arrive et les voit dans cette position, remarquant même qu'Hera fait une moue comme pour encourager Ken à l'embrasser. Ken tente de s'expliquer, mais Momo, en colère, le laisse parler dans le vide,
pensant qu'il s'amusait avec Hera au lieu de travailler sur son supposé rapport. Ken essaie de la suivre pour dissiper le malentendu, mais Momo l'envoie balader avant de se rendre en cours de biologie, où ils étudient les homards boxeurs et la puissance de leurs coups. Ses amis, observant son comportement, remarquent qu'elle est déprimée. Pendant ce temps, Momo, parlant à un homard, plaisante sur le fait qu'elle aimerait parfois frapper quelque chose. Ses amis, en la voyant interagir avec l'animal, supposent qu'elle est possédée par l'esprit d'un homard, n'y voyant pas d'autre explication. De son côté, Ken réfléchit à son comportement envers Momo et réalise que s'excuser ne suffira pas. Il pense que tout cela est de sa faute, car il n'a pas pris le temps de l'informer qu'il s'entraînait pour devenir plus fort et l'impressionner. Il décide de continuer son entraînement intensif sans chercher de prétexte. Soudain, il remarque que les personnes autour de lui ont disparu et que le sol est recouvert d'eau. Puis, il entend un cri perçant. En se dirigeant vers la source du bruit, il trouve Hera, qui semble aussi confuse que lui. Elle accuse Momo d'avoir utilisé ses pouvoirs démoniaques pour causer cette situation. En entendant cela, Ken réalise que Momo a également disparu. Il parcourt l'école en l'appelant, tout en ressentant une sensation familière liée à un incident passé. Pendant ce temps, Momo, perdue et inquiète pour Ken, se rappelle leur dispute plus tôt et reste troublée. Elle sent alors une présence approcher et voit un animal qui ressemble davantage à un serpent. Le monstre, alerté par elle, tire un rayon laser vert, détruisant presque tout autour. Ken entend l'explosion causée par l'animal et suppose qu'il s'agit d'un affrontement. Hera, méfiante, demande si Momo et Ken ne lui cachent pas quelque chose. Irrité, Ken lui répond qu'il n'en sait rien, bien qu'il reconnaisse que cela ressemble à un événement passé, où le ciel s'était obscurci soudainement, laissant lui et Momo encerclés. Hera demande comment ils avaient résolu cette situation, et Ken explique qu'ils avaient dû affronter un alien responsable de ces perturbations. En entendant cela, Hera reste incrédule, ignorant jusqu'ici l'existence des extraterrestres. Ken lui confirme leur existence et ajoute qu'ils sont bien plus puissants que les créatures locales. Hera, curieuse, s'interroge sur les motivations des aliens à les attaquer. Ken admet ne pas connaître leurs raisons, mais se rappelle que les extraterrestres qu'il avait affrontés collectaient des organes reproducteurs humains. Leur conversation est interrompue par l'attaque d'un monstre étrange. Utilisant une vitesse phénoménale, Ken parvient à sauver Hera de l'attaque du monstre. Ensuite, il lui demande de partir pour ne pas gêner le combat, ce qui la fait légèrement rougir. Gênée, elle lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi, arguant qu'ils ne se sont même pas encore embrassés. Pendant ce temps, Ken est soudain attaqué par les mêmes extraterrestres qui cherchaient à capturer Momo. Il le projette au sol, surpris de le retrouver. Hera tente de l'aider en pointant un crucifix vers eux, mais Ken, conscient de leur puissance, lui demande de fuir. Il lui explique que leur cible principale est les femmes, car ils recherchent un organe reproducteur pour leur espèce. Les extraterrestres attaquent Hera avec une rafale qui la projette loin. Ils révèlent ensuite qu'ils veulent capturer la banane de Ken, ce qui l'indigne. Confus, ils demandent pourquoi ils veulent tant son Malakia. Les aliens expliquent que son pouvoir dépasse leur technologie, se référant en réalité à la capacité de la grand-mère Turbo, qu'ils trouvent utile pour leurs expériences. Ken tente d'expliquer que ce pouvoir vient d'une malédiction et non de sa biologie, mais il l'ignore et s'apprête à passer à l'action. C'est alors qu'Hera, se transformant en Bellarina, se jette dans la bataille. Elle clame être l'élu, prête à affronter les monstres avec une danse de combat impressionnante. Le chaos promet un nouvel arc excitant, rempli d'action et de surprises. Une fois que Eri dégage la zone, elle se tourne vers Ken pour lui demander comment il va. Pour ce faire, elle retire son visage acrobatique, retrouvant ainsi sa voix originale. Cependant, elle se couvre rapidement le visage en réalisant qu'il est nu. Eri mentionne alors que se montrer ainsi, comme au jour de sa naissance, signifie qu'ils sont déjà engagés l'un envers l'autre. Même son côté acrobatique s'exclame qu'il a gagné le gros lot. L'un des serpents restants remarque qu'Eri possède également des pouvoirs, ce qui explique comment elle a pu entrer dans leur espace vide. Profitant de l'occasion, le serpent veut aussi voler la banane de Eri. Pendant ce temps, Ken se dirige vers la salle pour chercher quelque chose à porter. L'ennemi boxeur, quant à lui, attaque Eri, mais elle esquive habilement chaque coup. Après quelques secondes, elle effectue un saut acrobatique au-dessus de lui pour aller directement vers le serpent, qui utilise alors son pouvoir psychique, appelé méthode de mesure serpent, pour la repousser violemment. Le boxeur met en garde le serpent contre l'utilisation de ce pouvoir, mais ce dernier rétorque qu'il est bon marché et remplaçable. Eri, perplexe, ne comprend pas ce qui l'a frappé, pensant qu'il s'agit d'un mur invisible. Sans lui laisser le temps de souffler, le boxeur enchaîne les coups tout en chantant des compliments étranges. Alors que Ken cherche désespérément des vêtements, un puissant coup du boxeur détruit la salle, en voyant Ken voler. Bien que Eri loue la puissance du coup, elle précise que cela ne sert à rien s'il ne touche pas sa cible. Quand le serpent relance son attaque psychique, Eri se protège ingénieusement en utilisant le corps du boxeur comme bouclier. Elle en profite pour lui dire qu'il semble l'aimer, mais s'excuse en affirmant qu'elle a déjà une personne qu'elle aime de tout son cœur. Cependant, elle lui propose de tenter sa chance pour la courtiser. Cette déclaration reflète sa personnalité changeante lorsqu'elle est transformée. Peu après,
Elle lance une puissante attaque en direction du boxeur, le surprenant avec un coup brutal qui l'envoie s'encastrer au plafond. Alors qu'elle se concentre à nouveau sur le serpot, celui-ci utilise subitement son pouvoir psychique pour la projeter contre un mur et l'immobiliser. Eri, prise par surprise, réalise qu'il a cette fois réussi à lancer son attaque silencieusement. Le serpot note avec intérêt la présence de nombreux terriens dotés de pouvoirs paranormaux, y voyant un potentiel d'évolution important pour leur espèce. Les autres serpots rejoignent alors le combat, concluant qu'ils vont également extraire la banane d'Eri. Eri affirme être l'élu et qu'elle ne peut pas perdre contre eux. Cependant, le boxeur l'interrompt violemment avec un coup au ventre, la laissant au sol. Tandis qu'elle se remet, les serpots confirment qu'elle est effectivement l'élu, mais seulement pour leur propre évolution. Alors qu'ils s'apprêtent à lui extraire la banane, Ken les interrompt en attirant leur attention. Bien qu'il soit toujours nu, il avance comme un crabe pour ne pas trop se découvrir. Après avoir affirmé que certaines choses sont plus importantes que des vêtements, il se transforme. Cependant, les serpots utilisent leur psychokinésie combinée pour le plaquer au sol, lui et Eri. Les serpots se montrent confiants, sachant que leur attaque les neutralise tant qu'ils restent ensemble. Pourtant, ils ne peuvent même entrer dans leur zone d'effet, raison pour laquelle ils ont engagé le boxeur pour frapper leurs ennemis. Ce dernier attaque Ken, mais Ken finit par contrer et retourne la situation en sa faveur. Les serpots réalisent alors qu'il a été protégé par quelqu'un d'autre. C'est Momo qui arrive à la rescousse, utilisant ses pouvoirs psychiques pour protéger Ken et Eri. Momo, agacé, traite Ken de crétin et lui ordonne de cesser de flirter avec cette fille. Avec Eri prête au combat, elle accepte à contre-cœur de s'allier à Momo, bien qu'elle ne l'apprécie pas. Les deux décident de coopérer pour affronter leurs ennemis, mais Momo reste abasourdie lorsqu'elle entend Eri mentionner qu'elle ne laissera plus son Ken. Cette distraction permet aux serpots de reprendre l'avantage, écrasant à nouveau Ken et Eri avec leur pouvoir psychique. L'un des serpots, exaspéré par l'inaction du boxeur, décide de l'améliorer en lui injectant une substance dans la tête. Le boxeur se transforme alors en une version améliorée de lui-même, le crevette-menthe. Il lance une série d'attaques rapides et puissantes sur Ken et Eri, mais Momo les avertit qu'ils mourront s'ils mentionnent encore ce nom sacré. Ken et Eri finissent par s'allier pour affronter le crevette-menthe, combinant leurs forces pour le mettre à terre. Cependant, Momo ne peut s'empêcher de leur reprocher leur proximité, provoquant des excuses maladroites de Ken, toujours aussi gauche. Ce sont justement les paroles sacrées que Ken prononce, qui provoquent une nouvelle chute de Momo. Il se retrouve à nouveau écrasé par les serpots. Soudainement, l'eau change de couleur, devenant verte, avant de se transformer en une immense vague qui fait monter le niveau de l'eau presque jusqu'au plafond. Mais ce n'est pas tout ce qui est solide dans l'école se transforme en eau, forçant les élèves à flotter. Momo remarque que la situation empire encore, car un autre monstre vient d'arriver. Elle leur ordonne de fuir immédiatement. Eri la critique pour donner des ordres alors qu'elle est censée être la leader, tandis que Ken est ravi de voir cette créature, qui s'avère être Nessie. Mais, puisqu'ils sont à Kamigo, il faudrait l'appeler Kamissi. Ken admire le monstre avec enthousiasme. Les serpots critiquent Nessie pour ne pas avoir fait son travail, mais soudain, l'un d'eux est tranché en deux par le rayon de cette créature. Ken et Eri sont terrifiés et se précipitent pour nager avec Momo, mais Eri reste en arrière par surprise et se retrouve projetée dans l'eau du plafond, où elle reste piégée. Momo et Ken voient que c'est l'un des puissants coups du crevette-menthe. Ils commencent immédiatement à esquiver ses attaques, terrifiés par la puissance de ses coups dans l'eau. Ken suppose qu'il s'agit d'une crevette-menthe extraterrestre avec des capacités amplifiées. Celle-ci explique qu'elle peut attaquer avec plus de liberté dans l'eau, où ses coups sont 10 fois plus puissants qu'à la surface. Quelques instants plus tard, elle s'étouffe et nage vers la surface. Les élèves comprennent alors qu'elle respire par des poumons. Momo demande à Ken d'utiliser toute sa force, pensant que le pouvoir de la mamie turbo lui permettrait de nager rapidement. Mais il échoue spectaculairement et admet qu'il ne sait pas nager, pas plus que la mamie turbo. Le crevette-menthe replonge, forçant Momo et Ken à continuer d'esquiver ses coups. Alors qu'ils discutent de ce qu'il faut faire, Ken suggère qu'elle aille sauver Eri pendant qu'il distrait le monstre, mais Momo rejette cette idée. Une dispute éclate entre eux. Momo évoque un moment où ils étaient ensemble dans le jardin. Ken lui demande si cela compte vraiment pour elle ou non. Elle, gênée, lui demande simplement de ne pas la toucher, bien qu'elle ait été touchée par ses mots. Alors qu'ils sont frappés par un coup du monstre, ils se retrouvent collés l'un à l'autre sous l'eau. Ils remontent rapidement à la surface. Momo a une idée. Elle utilise son pouvoir psychique pour transformer Ken en une sorte de bateau en le propulsant en avant. Ils parviennent ainsi à échapper au crevette-menthe et à sauver Eri. Momo utilise son pouvoir pour retirer l'eau des poumons d'Eri, la réveillant. Le dernier serpot fusionne avec d'autres ennemis, formant une créature encore plus puissante. Les élèves se retrouvent à devoir affronter un monstre qui combine toutes les capacités de leurs ennemis. Grâce à une stratégie ingénieuse, Momo utilise son pouvoir pour détruire les bras du monstre, exploitant ses faiblesses en dehors de l'eau. Finalement, après une attaque coordonnée, le monstre est vaincu et les élèves retournent au monde réel. Là, ils découvrent que leur position embarrassante attire l'attention de tous leurs camarades. Sans perdre de temps, les 3 élèves se lèvent et fuient pour éviter le regard méprisant des autres élèves,
surtout Eri qui est si populaire. En arrivant à l'infirmerie de l'école, Momo et ses amis sont interrogés pour savoir s'ils subissent du harcèlement. Cependant, ils répondent que non. Malgré cela, l'infirmière reste sceptique et repose la même question, précisant qu'elle a une tolérance zéro pour le harcèlement et qu'ils peuvent tout lui dire si quelque chose se passe. Au milieu de la conversation, ils sont interrompus par un autre employé de l'école qui entre sans frapper pour les appeler à régler un problème dans la salle des professeurs. En remarquant qu'il n'a pas frappé à la porte, l'infirmière s'énerve et lui rappelle qu'elle lui a déjà demandé de ne pas entrer sans permission. Cela dit, elle commence à le discipliner en le frappant avec un fouet. Au milieu de cette scène, elle revient aux élèves pour leur dire qu'elle sera occupée un moment. Hera devient alors désespérée face à cette situation embarrassante. Pendant ce temps, Momo s'agace du fait que les extraterrestres continuent de la suivre sans relâche. Ken explique que ces extraterrestres sont après lui, car ils veulent s'emparer des pouvoirs des Yokai à tout prix. Continuant la conversation, Momo demande à Hera depuis quand elle est capable d'utiliser les pouvoirs des Yokai. Hera répond que ce pouvoir s'est réveillé en elle au cours d'un combat, mais elle précise qu'elle a toujours été une grande guerrière, même avant de posséder ces pouvoirs. Ken estime qu'avec un pouvoir aussi puissant en elle, Hera deviendra une cible majeure pour les extraterrestres. Hera s'inquiète que Ken semble préoccupé par elle, mais il l'ignore et continue de parler avec Momo des extraterrestres. Il explique que tant qu'ils posséderont des pouvoirs liés aux Yokai, les extraterrestres les poursuivront. Momo remarque que s'ils veulent tant ces pouvoirs, ils devraient affronter directement les Yokai. Ken réalise qu'elle a raison et explique que si les extraterrestres n'ont pas encore envahi la Terre, malgré leur puissance, c'est parce qu'elle est habitée par des Yokai partout dans le monde. Selon lui, la Terre est protégée par les Yokai et les démons en général. Ken suppose que les extraterrestres attaquent les humains parce qu'ils sont plus faibles que les Yokai et espèrent évoluer grâce à eux avant de passer à leur prochain objectif, éliminer les Yokai. Cela dit, Ken commence à perdre son calme et insiste pour qu'il se dépêche de trouver une solution. Momo, confuse par son récit désordonné, ne comprend rien à ce qu'il dit. Alors que les filles commencent à paniquer à nouveau, les amis d'Hera entrent dans la salle et sortent avec elle, pensant que Momo lui avait fait quelque chose. Après leur départ, Momo dit à Ken qu'elle est prête à entendre son explication sur ce qui s'est passé entre lui et Hera. Dans la suite de la discussion, Ken révèle qu'Hera a essayé de l'embrasser, ce qui a conduit à une altercation qui les a fait tomber au sol, créant une situation embarrassante que Momo a surprise. Bien que Ken tente de justifier la situation, Momo se moque de lui pour ses explications maladroites. Le climat reste tendu jusqu'à ce que des camarades de classe viennent interroger le trio. L'une d'elles suggère que Momo, Ken et Hera sont dans un triangle amoureux. En plus de cela, le fait qu'ils se sont retrouvés nus, prouve qu'il y a eu une altercation entre les filles pour savoir qui aura Ken. De retour à Hera, toutes ses camarades ont de la sympathie pour elle, ce qui l'arrange bien des manières. Hera décide de garder le silence pour préserver son image de bonne fille. Cependant, une autre élève s'interroge sur le rôle de Momo, qui semble souvent en conflit avec Hera. Finalement, les rumeurs sur Momo commencent à se répandre, la présentant comme une fille troublante et imprévisible. Il décide de faire quelque chose pour éviter que Momo ne s'en sorte sans aucune punition. En voyant cette injustice, Hera ne peut plus se retenir et choisit de dire la vérité sur cette rumeur. Elle avoue qu'elle est à l'origine des bruits selon lesquels Momo ferait n'importe quoi avec n'importe qui. Hera demande à tout le monde d'arrêter de parler mal de Momo. Cependant, après cette confession, elle regrette d'avoir révélé qu'elle inventait des rumeurs, ce qui détruit complètement sa popularité. En voyant Hera dans cet état, Momo s'approche pour comprendre ce qui ne va pas. À ce moment-là, Tiktita réapparaît, montrant qu'il veut encore se battre. Mais il s'effondre, encore affaibli par leur combat précédent. Il se réveille dans la maison de Momo, où ses blessures ont été soignées. D'abord hostile, il essaie de les attaquer à nouveau. Cependant, en réalisant qu'ils ont pris soin de lui, Tiktita commence à pleurer, ému par cette gentillesse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Reconnaissant, Tiktita promet de ne plus leur faire de mal. Plus tard, en discutant avec eux, il raconte que son fils est gravement malade et que le traitement coûte une somme énorme. Pendant qu'il explique son histoire, il utilise des mots de sa langue inconnue, ce qui complique la communication. Il explique aussi que son lieu d'origine ne paye pas bien, l'obligeant à chercher des devises étrangères. Pire encore, sa faiblesse physique l'empêche de faire le travail fourni par son pays, ce qui le force à accepter des tâches dangereuses et illégales. À cause de cela, son épouse est morte de la même maladie qui menace leur fils. Tiktita réfléchit alors au mal qu'il a causé aux humains, pleurant sur sa situation pathétique. En le voyant ainsi, Ken demande comment il pourrait l'aider. Ken suggère un sacrifice en lui donnant sa boule pour sauver son fils. Mais Momo rejette cette idée, jugeant cela excessif, et rappelle que le traitement nécessaire doit être régulier. Momo conclut que la seule solution pour Tiktita est de trouver un travail mieux rémunéré. Cependant, Tiktita répond qu'il est trop faible pour travailler. Ken décide donc de l'aider comme il peut. Hera propose de récupérer l'objet perdu de Ken plus tard, mais cette offre rend Momo jalouse, et elle lui dit de se taire. Malgré cela, Tiktita admet que Momo a raison, bien qu'il apprécie leur aide. Il décide de partir pour résoudre ses problèmes seul.
Avant de partir, il remarque que le sang de Tic-Tita ressemble à un liquide blanc étrange. En testant avec du lait, il découvre que cette substance peut sauver son fils. Cependant, elle est trop diluée pour être efficace. Finalement, Seiko demande à un ami fermier, qui donne une vache à Tic-Tita pour l'aider. Tic-Tita les remercie avec émotion pour leur générosité, embarque dans un vaisseau spatial garé dans leur jardin, et s'en va en promettant de ne jamais oublier leur aide. Après cela, Momo demande à sa grand-mère Seiko si elle croit aux extraterrestres maintenant qu'elle en a vu un kidnapper une vache. Mais Seiko reste sceptique, pensant que Tic-Tita n'était qu'un kappa, une créature mythique. De retour chez eux, Momo demande de nouveaux uniformes. Seiko accepte d'en acheter pour Ken et Hera, mais refuse pour Momo à cause de son attitude. Elle finit par imposer une limite stricte à Momo. Alors que Momo obéit à contre-cœur, la sonnette retentit. En ouvrant, elle tombe sur un garçon nommé Gigi, qui la fait rougir légèrement. Ken demande qui il est, et Seiko répond qu'il est l'ami d'enfance de Momo, et aussi son premier amour. Ce passage laisse Ken très perplexe lorsqu'il remarque que Gigi ne fait que parler à Momo sans arrière-pensée. Ken, en l'observant de plus près, le trouve plutôt beau et estime qu'il semble être une sorte de sportif. Il le perçoit également comme quelqu'un de fidèle et dévoué. Il en conclut que si Momo est tombée amoureuse de lui, cela signifie qu'il doit être une personne droite et formelle. Soudain, Gigi dit à Momo qu'elle est très mignonne, mais d'une manière dramatique et enfantine, ce qui surprend tout le monde, surtout Ken et Momo. Cette dernière, habituée à ce comportement, se plaint du côté agaçant de Gigi. Cependant, ce dernier prend cela comme un compliment et continue à se montrer enthousiaste. Peu après, Seiko salue Gigi, qui la complimente en disant qu'elle est toujours aussi belle. Impressionné, Seiko déclare qu'il est devenu un véritable génie et l'invite à entrer chez elle. Les événements s'enchaînent rapidement, et Momo, prise au dépourvu, demande à sa grand-mère une explication. Seiko lui révèle que Gigi va vivre avec elle à partir de maintenant, ce qui provoque la protestation immédiate de Momo, qui refuse cette idée. Gigi entre alors dans la maison avec assurance, ce que Momo critique puisqu'elle ne lui a pas donné la permission. Ken, toujours sous le choc, peine à accepter la nouvelle, tandis qu'Hera trouve cela étrange, pensant que Gigi pourrait être un autre démon venu de leur monde. En réfléchissant davantage, Hera suppose que Momo prévoit d'attirer encore plus de démons pour finalement provoquer le Ragnarok. Hera accuse Momo de ses sombres plans et, agitée, annonce qu'elle part chercher de nouveaux alliés pour l'affronter lors du Ragnarok. Pendant ce temps, Momo se sent frustré d'être toujours entouré de personnes étranges et agaçantes. Ken lui annonce qu'il doit partir et ils se disent au revoir brièvement. Cependant, alors qu'il s'éloigne, Momo l'interpelle et lui montre sa main pour lui faire comprendre quelque chose. Ken, ne comprenant pas, écoute Momo lui expliquer qu'il est censé lui dire à demain. Bien que gêné, Ken finit par le faire, créant un moment à la fois doux et embarrassant entre eux. Plus tard, Momo demande à sa grand-mère pourquoi Gigi doit vivre avec elle. Seiko explique que ses parents sont hospitalisés et reproche à Momo son manque de compassion. Momo, en retour, accuse Seiko de favoritisme parce qu'elle traite Gigi avec bienveillance, notamment en lui donnant beaucoup à manger. Gigi, pour sa part, continue de complimenter Seiko. En privé, Momo confronte Gigi, soupçonnant qu'il cache quelque chose. Gigi lui avoue qu'à l'école primaire, il se moquait beaucoup d'elle mais qu'il est maintenant désolé. Il lui explique aussi qu'il peut voir des fantômes et que depuis qu'il a déménagé dans une maison à flanc de montagne, il ressent une étrange présence. Ses affaires semblent parfois déplacées, mais ses parents, ne le croyant pas, l'ont ignoré. Lorsque des exorcistes ont été appelés pour résoudre le problème, 3 d'entre eux se sont suicidés, incapables de le résoudre. Un exorciste a finalement recommandé Seiko, ce qui explique pourquoi Gigi est ici maintenant. Momo reproche alors à sa grand-mère de ne pas lui avoir dit ces détails plus tôt. Gigi s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait subir, mais Momo le rassure en disant que sa grand-mère est compétente. Cependant, Seiko déclare qu'elle n'utilisera pas ses pouvoirs spirituels cette fois et que Momo devra prendre en charge cette tâche. Seiko promet de lui offrir tous les uniformes qu'elle veut si elle réussit. Plus tard, Gigi se présente dans la classe de Momo en tant que nouvel élève. Avec son attitude énergique et amusante, il finit par changer l'opinion des amis de Momo, bien que cette dernière reste mal à l'aise. Gigi aggrave la situation en annonçant qu'ils vivent ensemble et en affirmant qu'ils s'aiment beaucoup, avec l'approbation des parents de Momo. Ces révélations suscitent des murmures parmi les autres élèves, et Muko intervient en déclarant que c'est inapproprié, car Momo est déjà lié à Ken. Dans une scène suivante, Ken réfléchit à tout cela, se demandant si Momo a encore des sentiments pour Gigi, qui semble très confiant et ne cesse de la complimenter. Et cela lui fait croire qu'il est possible qu'ils s'aiment beaucoup. Si elle commençait à sortir avec Gigi, il se demande si elle cesserait d'être son amie et de passer du temps avec lui. Elle s'intéresserait sûrement au passe-temps du garçon et ne se préoccuperait plus de l'occultisme, ce qui les empêcherait de discuter de ces sujets pendant les pauses ou d'être ensemble. Ses doutes le rongent, et il ne peut s'empêcher de se sentir très frustré. Mais à un moment donné, il se dit à lui-même qu'il ne doit plus y penser. En sortant des cours,
il décide de reprendre l'exercice pour vider son esprit et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tout se passe bien jusqu'à ce que Momo apparaisse pour le saluer, ce qui le fait glisser et tomber dans des buissons. Elle lui demande s'il a déjà déjeuné, ce à quoi il répond qu'il ne l'a pas encore fait. Occupé avec ses haltères, elle lui propose alors de le nourrir à la bouche. Nerveux, Ken n'ose pas refuser, mais c'est à ce moment que Gigi arrive et reconnaît Ken comme le garçon qu'il a vu la veille au soir. Il lui demande s'il est son ami. Momo, jalouse, réagit en lui demandant ce qu'il veut, car il devait manger avec Miko et les autres. Il montre ensuite une boisson au nouveau goût de yaourt qu'il offre à Momo, ce qui la rend très heureuse. La vue de leur complicité déprime Ken, qui s'éloigne silencieusement en pensant que c'est mieux pour tous les deux. Soudain, un mannequin anatomique vivant surgit et court vers eux. Ken tente de le fuir, mais la créature est bien plus rapide et se dirige ensuite vers Momo et Gigi. Gigi se met à l'abri, mais Momo tente de l'arrêter avec ses pouvoirs. Voyant cela, Gigi se jette sur elle pour la protéger, et le mannequin bondit pour les éviter et continue sa course. Momo réalise alors que le mannequin a pris l'une des précieuses boules de Ken. Elle utilise ses pouvoirs psychiques pour essayer de l'attraper, mais la force du mannequin les emporte tous les deux dans les airs. Ken, jaloux, se transforme et se lance à leur poursuite, parvenant à rattraper la créature grâce à sa vitesse. Pendant la course, un autobus manque d'écraser Momo, mais Ken la sauve en la tenant fermement tout en continuant à poursuivre le mannequin. Gigi, choqué par la transformation de Ken, pense qu'il est un monstre, mais Momo lui explique qu'il s'agit de Ken. Ils finissent par atteindre les toits des maisons, où Momo réussit à immobiliser la créature avec ses pouvoirs. Cependant, le mannequin explose soudainement avant de se reconstituer et de repartir en affirmant qu'il ne s'arrêtera pour rien au monde. Grâce à un stratagème de Momo, ils suivent les cris du mannequin jusqu'à sa cachette. Là, ils découvrent qu'il s'appelle Taro, et une voix féminine l'appelle. C'est Anna, un autre mannequin anatomique, qui lui demande pourquoi il a pris tant de risques pour venir la voir. Taro lui avoue son amour et lui dit que sa vie a changé depuis qu'il l'a rencontrée. Bien que Anna essaie de le convaincre qu'ils sont trop différents, Taro insiste pour qu'ils fuient ensemble, affirmant qu'il ne veut pas avoir de regrets. Les paroles de Taro touchent profondément Ken, qui y voit une leçon pour lui-même. Ses yeux brillent alors qu'il commence à voir les choses sous un nouvel angle. Plus tard, les garçons arrivent chez Momo, où ils se prosternent devant Seko pour lui demander de laisser Anna vivre ici à partir de maintenant. Seko suggère à Ken de l'emmener chez lui, mais il refuse, car cet endroit est le seul où les folies semblent normales. Momo lui rappelle qu'ils en ont déjà une, mais la grand-mère Turbo leur crie qu'elle ne veut pas être comparée à une ratée. Seko leur demande ensuite ce qui est arrivé à l'homme. Momo explique qu'il est retourné au laboratoire de sciences, car si Anna est placée dans un endroit sûr, il peut travailler sereinement comme modèle anatomique sans souci. En échange, il souhaite pouvoir voir Anna en secret lorsqu'elle s'échappe de l'école la nuit. Après de nombreuses supplications, Seko accepte sans protester. Cependant, elle veut savoir ce qui est arrivé à la boule. Momo raconte que, apparemment, Taro s'est orné d'une boule de Noël, comme les animaux dont l'arrière s'illumine lorsqu'ils courtisent. Pendant qu'ils en parlent, la grand-mère Turbo commence à passer Gigi à tabac, pour une raison inconnue. Une fois lassé, Gigi s'approche de Momo pour la féliciter d'avoir un pouvoir si extraordinaire. Il comprend maintenant pourquoi on lui a confié l'exorcisme de sa maison. Gigi admire également Ken, trouvant sa transformation spectaculaire. Ken, silencieux, observe ensuite Gigi aider Momo à préparer la table pour le dîner, ce qui le rend mal à l'aise face à leur complicité. Cela lui rappelle les paroles de Taro à Anna, s'il ne fait rien maintenant, il le regrettera toute sa vie. Soudain, Ken s'approche de Momo pour enlever une poussière de son épaule, imitant Gigi, mais de manière exagérée. Lorsque Momo lui demande ce qui se passe, il répond qu'il a décidé de ne pas abandonner et qu'il se battrait avec ardeur. Il commence alors à chanter à pleine voix ses intentions envers elle. Trouvant cela amusant, Gigi l'imite en adoptant la même attitude dramatique. Momo, totalement perdu, ne comprend pas leurs intentions. Seko finit par les faire taire en raison du vacarme qu'ils causent. Elle informe ensuite Momo qu'elle passera le week-end chez Gigi et qu'elle doit préparer ses sous-vêtements élégants. Momo proteste, gênée qu'elle dise cela devant les autres. Ken, surpris, demande pourquoi elle doit aller chez Gigi. Momo, embarrassée, explique qu'elle a oublié de lui dire que sa maison est hantée et qu'elle a besoin de son aide pour un exorcisme. Elle précise qu'elle ne compte pas y aller seule et voulait l'inviter. Ken accepte immédiatement, déterminé à résoudre ce problème pour que Gigi puisse enfin rentrer chez lui. Plus tard dans la soirée, des étudiants de l'institut, restés à l'école, décident de jouer à des jeux d'horreur. Ils ne s'attendent pas à ce que Taro surgisse de nulle part pour leur faire une peur bleue avant de sauter par la fenêtre pour rejoindre Anna en courant. Cependant, il ne voit pas un véhicule arriver sur sa route et finit par être gravement blessé dans l'accident. Pendant ce temps, Momo attend avec Anna l'arrivée de Taro. La nuit avançant, Momo finit par s'endormir. Taro arrive alors et, en silence, s'approche de Anna par derrière pour l'enlacer. Ils échangent un tendre baiser. Quelques instants plus tard, Momo se réveille et reproche à Taro de ne pas l'avoir réveillée à son arrivée. Taro s'excuse et la remercie également d'avoir attendu avec son amoureuse.
Malgré son accident et son retard, il promet de revenir à 2 heures chaque nuit à partir de demain. En entendant cela, Momo se plaint qu'il prévoit de venir toutes les nuits. Dans une scène suivante, Gigi, frustré, ne peut toujours pas dormir à cause de la blague malveillante qui hante sa maison. Plus tard, les jeunes prennent un train pour se rendre chez lui. Pendant le trajet, ils s'amusent à jouer aux cartes. Après quelques minutes, Gigi montre qu'il a une énorme réserve de bonbons, ce qui rend Momo nostalgique, car beaucoup d'entre eux rappellent ce qu'elle mangeait autrefois. Une ambiance très agréable se crée entre deux, ce qui ne passe pas inaperçu pour Ken, qui ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Ken réfléchit à nouveau à la situation, il n'aime pas avoir des pensées négatives et déteste son manque de confiance en lui, mais il se sent incapable de changer ses sentiments. Pour se distraire, il décide de se concentrer uniquement sur la récupération de son bien, répétant cette idée encore et encore pour ne pas perdre de vue son objectif. Momo remarque qu'il semble préoccupé et lui demande ce qui ne va pas. Surpris, il s'écrie brusquement « Ma boule ». Momo éclate de rire, tandis que Gigi trouve que c'est l'une de ses blagues absurdes. Ken tente d'expliquer que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais l'histoire est trop longue pour être racontée en détail. Encore une fois, Gigi parvient à faire rire Momo, ce qui pousse Ken à se dire qu'il doit se ressaisir. Il change rapidement de sujet en criant qu'il va parler de la créature en forme de serpent appelée Tsushinoko. Les deux sont très intéressés, et Ken profite de l'occasion pour partager tout ce qu'il sait. Il explique que les cryptides ne sont pas des produits de l'imagination, il y a 100 ans, même le gorille était considéré comme un cryptide. Gigi mentionne une légende dans son village au sujet de serpents géants. Il existe un sanctuaire vieux de 200 ans, où une relique de ce genre est conservée, appelé sanctuaire de Tsushinoko. Cela attire l'attention de Momo, mais Ken partage un autre fait curieux à propos d'un kappa. L'intérêt de Gigi grandit, notamment sur l'existence potentielle de Nessie. Ken se rend compte que c'est la première fois qu'il parle autant avec quelqu'un d'autre que Momo, et les deux semblent apprécier cette conversation. Gigi exprime son admiration pour Ken et lui dit qu'il est ravi d'être son ami. Ce commentaire surprend Ken, qui n'avait pas saisi que, puisque Momo est ami avec Gigi, cela fait aussi de lui un ami. En arrivant dans le village, Momo est impressionné par les environs, notamment les sources thermales. Gigi leur explique que sa famille a déménagé ici pour le travail de son père, qui étudie un volcan inactif depuis 200 ans. En montant les escaliers vers la maison de Gigi, Momo remarque qu'elle ne ressent aucune aura anormale, contrairement à ce que disaient les exorcistes. Après une inspection, elle conclut que le fantôme doit se cacher, rendant la tâche plus simple. En attendant la nuit, où les yokais apparaissent généralement, Momo propose de se rendre aux sources thermales, prétextant un bain pour éviter toute discussion. Pendant que Ken et Gigi jouent au football, ce dernier demande soudain à Ken s'il aime Momo, ce qui le prend de court. De son côté, Momo, dans les sources thermales, se demande si ces deux-là s'entendront bien, espérant que Gigi devienne le premier ami masculin de Ken. Gigi et Ken commencent à discuter de leurs sentiments pour Momo, ce qui tourne rapidement en compétition amicale. Cependant, Ken se souvient d'un détail important qu'il est trop embarrassé pour révéler. Pendant ce temps, des hommes étranges apparaissent dans les sources thermales où se trouve Momo, la mettant mal à l'aise. De retour dans la maison, Gigi décide de démolir un mur suspect, révélant une pièce cachée remplie de papiers ressemblant à des talismans. Au même moment, Momo se retrouve attaqué dans les sources par une entité étrange, ajoutant une couche de mystère et de danger à leur aventure.